La première chose que j'aurais dit, vous êtes les meilleurs joueurs de cette équipe. J'ai aucun doute sur votre capacité sur table. Vous avez fait 300 et quelques parties, vous n'en avez plus que 7. Et dans 7 parties, vous êtes champion du monde. La France est championne du monde de Warhammer 40 000, quelle émotion putain! Salut les Wargamers, aujourd'hui Wargammer assumé en compagnie de Zeka. Ici Zeka, capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000, puisque depuis le mois d'août dernier, la France est sacrée championne du monde en équipe de Warhammer. C'est la première fois depuis que le D6 existe. Pour te présenter très rapidement, tu t'appelles Raphaël, tu as 38 ans. Pour aussi comprendre de quel milieu tu viens, en tout cas professionnellement, tu es Pricing Strategic Manager, c'est-à-dire qu'en gros dans le monde de l'informatique, tu connais certains marchés pour mieux fixer des prix sur les produits et donc ainsi mieux destiner un produit à un marché. Ensuite, pour revenir un petit peu sur ton parcours en tant que joueur de Warhammer 40 000, faut savoir que depuis 3 ans maintenant, tu fais partie de cette délégation française d'équipe de France. Tu as été le lieutenant du capitaine Laurent il y a 3 ans. Tu t'étais toi-même mis en retrait pour ne pas être joueur et plutôt assister le capitanat avec un rôle de coach de stratégie. Ensuite, l'année dernière, dans le capitanat de Olivier alias Père Castor, tu étais joueur Eldar. Tu as derrière été sacré capitaine 8 mois avant ces championnats du monde, puisque la saison entre guillemets dure 8 mois pour préparer une équipe. Et donc, cette année, tu étais capitaine et pour la première fois, on a gagné les championnats du monde de Warhammer 40 000. Dans la première partie de cette vidéo, on va revenir justement sur le parcours de l'équipe de France, vraiment sur l'événement, et ensuite tu mettras en avant justement les difficultés que tu as eues et comment est-ce que sur 8 mois tu as réussi à tout articuler pour justement les mettre au sommet du monde. En tout cas, je voulais vraiment te remercier déjà pour venir, pour tout le temps qu'il y a eu où tu t'es aussi montré au sein de cette communauté là, pour donner de la visibilité à un sujet qui en manque par rapport en tout cas au rayonnement qu'a l'équipe de France, ou en tout cas qu'a la France au sein du Wargame mondial. Donc vraiment merci beaucoup à toi. On va donc commencer cette vidéo les amis par revenir sur ces championnats du monde. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers de Warhammer 40 000, ou en tout cas l'univers compétitif, faut savoir que ces championnats du monde étaient du 8 au 11 août dernier, qu'il y avait 40 nations différentes présentes et que le jeu se joue en 8 contre 8. Il y avait donc pour débuter cet événement 10 poules de 4 équipes. C'est la particularité aussi de ce type d'événement, c'est qu'on sait déjà contre qui les 3 premières parties vont se jouer, puisque c'était 7 parties au total qui vous séparaient justement de la première place du podium que vous avez pu toucher du doigt. En tout cas, ce parcours avait commencé sur une belle victoire entre la France et le Portugal. Ensuite, vous aviez affronté le Pays de Galles, où pareil, vous avez fini avec une très belle victoire. S'en était suivi la dernière équipe de cette fameuse poule où vous avez affronté la Finlande. Vous étiez donc premier à ce moment-là du classement et vous affrontez sortie de poule une des plus grosses nations du Wargame, l'Angleterre. Avant de te laisser aussi justement nous parler de qu'est-ce que tu avais dans ta tête, ou en tout cas comment est-ce que tu as senti tes joueurs au moment de cet événement-là, faut aussi rappeler que vous faisiez entre 1 et 2 parties par jour, en tout cas vous affrontiez entre 1 et 2 nations par jour. Ça veut dire par exemple qu'en termes de préparation, les jours où vous affrontiez 2 nations, vous aviez que l'heure du déjeuner pour vous préparer de façon réaliste en fait dessus, puisque les matchs n'étaient pas connus à l'avance, hormis pour ceux de sortie de poule. Ensuite, donc après avoir battu l'Angleterre, et déjà c'était un premier exploit, là, petite hésitation, la France égalise contre la Suède, est toujours en pole position du classement général, et derrière va taper les anciens champions du monde, c'est-à-dire l'Australie. Très belle victoire, et là vous êtes encore maître de votre destin par rapport justement au point et au goal average global, puisque vous allez affronter les USA, pareil anciens champions du monde de Warhammer 40 000, où il vous suffit d'une égalité. Mais quand je dis que vous êtes plus maître de votre destin, c'est surtout que il y a aussi un match en parallèle qui est très intéressant, qui est la Suède qui est contre l'Espagne, et dans le cas où la Suède affronterait avec un énorme score l'Espagne, ça vous forcerait en tout cas à battre les États-Unis d'Amérique. Et donc, maintenant on le sait, vous arrivez à, en plus de ne pas faire une égalité contre les États-Unis d'Amérique, mais à les battre d'un putain de point. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais vraiment il y avait tellement d'émotions, et donc en fait de faire quasiment un parcours parfait pour s'asseoir justement sur la première place du podium et prendre le titre de champion du monde en équipe, donc le titre le plus noble qu'on ait sur Warhammer 40 000. Maintenant, si on revient un petit peu justement sur cet événement, parce que je vais te laisser parler aussi pour ça, il faut savoir que la préparation dure 8 mois, on va parler un petit peu du coaching et des difficultés que tu as rencontrées, mais plus tard dans cette vidéo. Là vraiment on va se focaliser, on va se remémorer ces beaux moments justement du sacre. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été quoi ton discours à l'entrée de cet événement, c'est-à-dire le 8 août, quand tu sais que finalement vous êtes à 7 parties d'être champion du monde? Tout d'abord, avant de démarrer cet événement, il y a une coutume, c'est un peu on appelle le discours du capitaine, c'est-à-dire qu'on met toutes les personnes dans la salle et on dit voilà où on en est, voilà ce qu'on va faire et quelles sont les choses importantes à savoir. Ça peut être autant des choses de règles que des choses de nourriture, que d'agenda, que aussi les points que en tant que capitaine, vous avez envie de voir dans vos joueurs, voir sur table et l'émotion
que vous avez envie d'amener à cette équipe pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pendant cet événement. Il faut savoir que c'est la 3e année qu'on a cette délégation de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'avant, le capitaine des France choisissait les joueurs qu'il voulait amener en équipe de France, mais il prenait majoritairement des joueurs de son équipe. Depuis le capitaine de LOL qui s'était passé il y a 3 ans, on a choisi de prendre des joueurs parmi toutes les équipes, tous les joueurs du pool compétitif de France. C'était un enjeu humain aussi, de fédérer ces personnes-là et de prendre les meilleurs talents qui va travailler ensemble pour amener la meilleure équipe. Donc c'est quelque chose que Laurent a initié il y a 3 ans, Père Castor a continué l'année dernière, et moi j'ai décidé d'essayer de pérenniser et l'amener à l'étape au-dessus cette année. Il y a aussi un choix à noter, c'est que j'ai décidé, comme Laurent, de ne pas jouer cette année, pour me concentrer complètement au coaching de cette équipe et amener le plus que je pouvais avoir, non pas sur table, mais en dehors de la table. En gros, il faut comprendre que ce fameux rôle de capitaine-coach, ça permet au capitaine d'avoir à la vue transverse des 8 parties qui vont jouer en parallèle. Là où quand en fait le capitaine est joueur, celui-ci est dans sa partie, il a donc les contraintes aussi bien physiques que mentales par rapport justement à la considération qu'il va avoir sur les 7 parties qu'il y a à côté. Donc toi, ça te permet justement d'avoir cette picture globale pour mieux piloter tes joueurs, sorti de ce qu'on appelle la phase de pairing, où finalement, comme on est sur du 8 contre 8, savoir lequel de nos joueurs va affronter lequel de ses adversaires. Exactement. Et puis on parle à côté pendant la partie, parce que la partie dure 3h30, peut-être 3 heures sont les rondes. Il y a l'avant, il y a l'après, il y a aussi toutes ces phases où les joueurs ont besoin de récupérer, discuter, prendre du temps pour eux, manger, s'aérer. Moi, c'est des phases pour lesquelles je peux travailler. Et je peux aller voir les joueurs, leur donner des directives très précises parce que je vois de l'extérieur et je peux être beaucoup plus objectif sur une situation sans être impacté émotionnellement sur comment ça peut impacter ma partie à moi. Pour revenir sur le discours du capitaine, il y a des choses qui me paraissaient fondamentales cette année à mettre en avant. La première chose, c'est leur donner envie. On est dans une année où ils ont fait énormément de parties. Donc, chaque joueur a fait au moins 300 parties. La première chose que je leur ai dit, vous êtes les meilleurs joueurs de cette équipe. J'ai aucun doute sur votre capacité sur table. Vous avez fait 300 et quelques parties, vous n'en avez plus que 7. Et dans 7 parties, vous êtes champion du monde. Je voulais que ça rentre dans leur tête pour leur dire, vous avez juste un dernier push à donner, tous les points comptent. Chaque minute vont passer, chaque action que vous allez faire est très importante pour vous amener à être champion du monde. On a une occasion par an, c'est maintenant qu'il faut la prendre. Il y a des choses aussi différentes que je voulais amener qui se ressemblent beaucoup maintenant au monde qu'on peut avoir plus dans l'e-sport. C'est-à-dire qu'on commence à avoir beaucoup plus de compréhension sur la qualité de nos vies, de notre diététique, hydratation et sommeil a un impact fort sur nos jeux. Il faut comprendre que ces 7 jours, je passe le fait qu'il y ait eu le War Master avant, qui est le championnat du monde en solo, où certains des joueurs ont fait jusqu'à 9 parties. Donc c'est 9 fois 3 heures. Puis là, on va avoir quoi 7 fois 3 heures de jeu pur, sans parler de réflexion, de mise en place, de se déplacer, sommeil, etc. Et en fait, rien que s'hydrater correctement, en fait, être mal hydraté, ça peut avoir un très fort impact sur notre capacité sur table. Mal manger, mal dormir, ça a un très fort impact. Et là, on va pas le sentir sur les premières parties. Au bout de 7 parties, ça peut faire vraiment la différence entre un joueur qui est en forme et un joueur qui ne l'est pas. Et la deuxième chose que je voulais vraiment mettre en place, c'est que pour avoir fait 2 ans cette expérience-là, et même en fait beaucoup de compétitions, il y a des choses qui se passent dans notre esprit pendant qu'on joue. Vous, compétiteurs, quand vous jouez, il y a des moments où on pense à autre chose. On pense à un lancer de dés qui s'est mal passé, le repas de la veille, ou un truc qui va pas dans notre faveur. Et en fait, ces moments-là, il faut arriver à se refocaliser. Et pour se refocaliser, il faut se concentrer sur un truc, une émotion. Souvent une émotion, je dis, focalisez-vous sur votre émotion, votre envie d'être là, votre envie de représenter la France, envie de montrer que vous êtes le meilleur, pour quand vous avez un moment de battement, arriver à vous recalibrer et aller à fond. Parce que chaque point compte, et une fois que le point est passé, vous ne pouvez plus revenir dessus. Donc il faut vraiment avoir cette notion de concentration et pour amener le maximum de soi-même. Il y a aussi autre chose, c'est que dans cette équipe, à part moi, il y avait aussi 3 autres personnes qui sont aussi des joueurs. On avait Paul, on avait Benjamin Moyashi et on avait Hugo Chèvre qui étaient des joueurs et qui étaient aussi des coachs avec moi. Et le fait d'avoir ces joueurs qui ont cette vision et cette compréhension pouvait vraiment les accompagner, les aider. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent se construire que sur leur jeu. Je voulais que chacun des joueurs se sente à l'aise de se concentrer que sur leur partie, que sur leur jeu, qu'ils ne soient pas stressés par tout ce qui arrive autour parce qu'on était là, on avait un cadre et je voulais qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans ces événements-là sans se soucier de toutes les choses qui sont à côté. D'accord, pour expliquer un petit peu, déjà, moi j'ai pu participer aux 3 derniers discours des capitaines et même ceux avant. Tu as parlé justement de cette jonction où avant le capitaine emmenait son équipe. Il faut savoir que ça c'était avant le Covid et ce Covid a permis finalement d'avoir une fracture qui est plutôt saine au sein de cette communauté sur le fait, et c'était le premier capitaine de LOL, de Laurent, de se dire ok, on a déjà gagné, puisque lors lui de son discours c'était aussi de rassurer les joueurs sur le fait que quelle que soit leur prestation, le fait d'avoir réussi à casser les silos de ses équipes pour aller pouvoir piocher tous les talents sans aller justement blesser les égos ou juste en ayant l'obligation d'aller sélectionner certains joueurs, on pouvait y arriver. Ensuite, s'en était suivi le capitana donc de Père Castor, et lui avait un discours qui était beaucoup plus pragmatique, non pas sur la performance, mais sur
comment gagner, puisqu'il y avait aussi sur cette année-là énormément de modifications au niveau des règles ou en tout cas du jeu d'intention sur table. On avait aussi une nouvelle version. Et on avait aussi une nouvelle version depuis que quelques semaines au moment où c'est arrivé, puisque c'était un mois après la sortie de la 10e édition l'année dernière. Toi, c'est vrai que tu as beaucoup plus pu te canaliser sur le... En fait, finalement, on est déjà à 95%, comment est-ce qu'on atteint les 5% restants? C'est vrai que ça a été assez favorable pour toi là-dessus, et tu as complètement occulté le niveau des joueurs. Ça a duré quelques secondes lors de ton discours, en disant, ok, on sait déjà les gars que vous êtes les meilleurs, parce que grâce au travail, vous l'avez déjà prouvé. Et donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on va chercher les 5% qui nous manquent pour faire partie des grosses nations, comme les États-Unis, comme l'Australie, ou comme l'Angleterre. Exactement. Et il y avait aussi quelque chose que je voulais amener, que j'ai peut-être pas cité, c'est dans différents sports, il y a des manières différentes de s'entraîner. Je venais plus du milieu de la boxe. Et en fait, la boxe ou les arts martiaux, etc., en fait, on est toujours obligé d'être au maximum de notre forme tout le temps, voire être au-dessus du niveau, pour quand on arrive à l'événement, on soit juste au niveau. Quand on veut être sur le podium, il ne faut pas s'entraîner pour battre le deuxième, troisième, il faut s'entraîner pour battre le premier. Si on veut être le premier, il faut s'entraîner pour battre quelqu'un qui est encore meilleur que le premier. Donc il faut toujours essayer de viser un niveau au-dessus si on veut arriver à faire au moins en dessous. Et c'est vrai qu'on a énormément travaillé en amont. Toute l'année, on s'est vraiment entraîné, on va y venir. Quelles sont les manières dont on s'est entraîné, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Mais le fait d'être dans une préparation continue toute l'année, en fait, avoir une nouvelle data slate, un nouveau patch, un nouvel changement, c'est limite une formalité pour nous. C'est juste, d'accord, on ajuste des choses, on n'est pas en train de se remettre dans le cycle. Vous savez, quand vous arrêtez de faire du sport pendant la période d'hiver et que vous y remettez, dur. Mais quand vous avez fait tout le temps, formalité. Et en fait, c'est dire, je veux que jouer, ça soit une formalité et ce soit simple pour vous. Pour quand il faut maintenant pousser et aller plus, c'est plus facile de s'améliorer qu'on est déjà dans une forme physique plutôt que essayer de repartir du début. Pour revenir un petit peu factuellement donc sur cet événement, ce qui va se passer, c'est que là on va vraiment revenir, vous balancer des images et faire un petit peu le retour d'expérience qu'on a là-dessus pour se refaire dresser les poils au moment de votre sacre et ainsi de suite. Et après on reviendra sur certains challenges et on s'inspirera donc des 8 mois passés pour justement aller chercher ces petites clés que tu as pu trouver. Là justement donc on est sur cette partie avant les championnats du monde. Vous savez que vous avez une poule qui est plutôt favorable, puisque pour revenir sur la manière dont sont constituées les poules, il faut savoir que ça fonctionne en anglais avec ce qu'on appelle des seeds, c'est-à-dire que l'organisation du WTC pour World Team Championship va prendre le classement et les résultats de toutes les équipes sur les X dernières années pour faire un espèce de pré-classement sur les favoris, et ils vont répartir ces différents favoris dans toutes les poules qu'on a. Derrière, donc vous saviez que vous étiez dans une poule où normalement la France était seed 1, donc favori. Déjà, toi, ça a été quoi ton discours, ou en tout cas les enjeux de cette poule? Déjà, j'imagine de ne pas se planter, mais pas que. Il y avait deux choses, parce qu'il y a des facteurs qui sont liés au scénario, donc on voulait être sûr que les scénarios puissent être favorables en fonction des match-ups, parce que ça joue beaucoup. L'objectif, c'est de sortir de cette poule avec le maximum de points. Parce que si on y vient plus tard affronter des équipes qui sont fortes, on va peut-être accrocher l'égal. Et en fait, il y a deux manières de compter dans le WTC, c'est les points de victoire, donc une défaite 0, une égalité 1 point, une victoire 2 points, et les points qui sont appelés le goal average. C'est tous les points qu'on a réussi à cumuler à travers l'événement qui vont se rajouter à ça. C'est-à-dire que, tu parlais de l'exemple de la Suède, si on est au même score avec la Suède mais qu'on a plus de points de goal average, à ce moment-là, on passe au-dessus. La chance qu'on a par rapport à ces seeds, c'est qu'on peut les préparer en avance. Donc on connaît déjà qui on va affronter quel jour, sur quel scénario. Donc on a pu bien préparer ça en avance. Un autre challenge que j'avais, c'est que moi j'ai préconisé que tous les joueurs qui faisaient le World Team Championship fassent le solo en amont. Le solo, c'est minimum 6 parties. Et si vous commencez à gagner, ça peut être 7, 8, 9. C'est ballot parce que en l'occurrence, dans le top 5 donc, de cette partie solo, on a 3 Français. Donc Salisia, Ashord et Per Castor. Et dans le top 10, on en a 6. Ou 7. Mais donc, est-ce que tu avais anticipé cette performance, mais aussi, entre guillemets, le retour de bâton qui peut être la fatigue, puisqu'on a quand même vu des joueurs qui, au niveau des visages, étaient tirés, et qui, derrière, peut amener des erreurs de jeu? J'avais anticipé cette partie-là en demandant un entraînement physique, parce que quand vous faites le team, c'est minimum 4 jours de jeu, 7 parties. Quand vous faites le solo, c'est au minimum 2 jours de plus de jeu, et 6 parties ajoutées. Bon, si vous êtes dans le top cut, c'est-à-dire parmi les 4 meilleurs du solo, vous rajoutez 2 parties, donc il commence à faire 8 parties, enfin ça fait 3 parties par jour plus 7 parties, ça fait un paquet de parties. Donc la condition physique était hyper importante. Dans le format de WTC, en fait on commence le jeudi après-midi. Donc si vous avez fini votre solo la veille, vous avez la matinée pour récupérer dans les meilleures formes. Si vous étiez en top cut, il se trouve que dans l'équipe de France, on avait 3 personnes dans les 4 favoris. Alexandre Salisia, Olivier Per Castor et Arnaud Ashord. Donc eux, ils ont fait leurs 2 parties le jeudi matin. Et le jeudi midi. Et du coup, ils sont sortis. On a dit, bon, c'était bien, bravo, vous êtes les meilleurs champions. Vous êtes premier, deuxième et troisième au championnat du monde solo. Bon, déjà, félicitations. Mais maintenant, ça commence.
Et là, c'est un enjeu qui est comment on économise ces joueurs pour qu'ils soient au maximum de leur potentiel pendant les 4 jours. Donc maintenant, pour revenir sur les matchs de poule, on commence avec le Portugal le jeudi après-midi, sur un scénario qui est rituel, qui demande à avoir un certain pairing. En fait, l'enjeu, si on voulait mettre des points, c'est d'arriver à maximiser notre point, donc nos victoires, sur ces matchs-là. Donc pas chercher des égales, mais chercher vraiment des matchs qui vont être limite risqués. Donc dit limite risqué, demander de ramener des points, à dire pousser, prendre des risques et être très bon dans son jeu. Donc ça cumule pas très bien avec la fatigue. Néanmoins, la ronde avec le Portugal se passe très bien. On arrive à faire le bon pairing, on arrive à placer des joueurs comme il faut et on arrive à justement aller au-delà des 100 et quelques points. Donc on est très content de cette première journée et ça lance le ton et ça relâche un peu la pression de toute l'équipe. Zeka parle de 100 points, on rappelle que donc les rounds sont sur 160 points. Donc à partir du moment où vous en mettez plus de 100, c'est-à-dire que l'autre en met que 60, ça commence à être du gros delta passer 100 points. En sortie du match Finlande, donc celui-ci finit à 22h au moins, le temps de rentrer, manger, se doucher, on n'a pas le temps de se reposer pour préparer les matchs du lendemain. Donc il a fallu tout préparer en amont, ce qu'on a fait pendant le discours du capitaine. On attaque le lendemain, le vendredi matin, avec Wales, donc Pays de Galles, sur un match plutôt stable en scénario. C'est aussi là où on commence à ajuster notre roster. Donc notre roster, c'est la composition de notre équipe par rapport aux compositions des match-up adverses, et se dire, est-ce qu'on fait un scénario classique, c'est-à-dire qu'on veut mettre nos défenses de manière classique, ou est-ce qu'on veut tester des trucs? Il faut savoir qu'après chaque match, on étudie aussi les scores des équipes adverses. Donc nous, on se compare aussi à l'Angleterre, à la Pologne, aux États-Unis. On peut voir ce qu'ils font et avoir une stratégie qui se met en place par rapport à ça. Donc on décide de faire un truc un peu différent pour se tester. Pareil, ça se passe assez bien. On a des match-ups qui sont un peu compliqués, mais au final, sur la ronde et le score, on arrive très bien à en sortir. On sort aussi au-dessus des 110 et quelques. Donc très bonne ronde. Et là, on se pose pour enchaîner avec la Finlande, qui est notre dernier match de poule. La Finlande, match-up compliqué, par le scénario. En fait, on est sur purge faux. Et à la différence de tous les autres scénarios qui scorent que sur les primaires, donc c'est les objectifs qu'on peut sécuriser sur la table, on va scorer sur les KP, les kill points, c'est-à-dire les capacités à tuer les figurines adverses. Donc ça change beaucoup la manière dont on compose nos matchs et nos estimés. En plus, les Finlandais ont pris des listes vraiment bourrins, avec peu de figurines mais qui tirent très fort. Donc on se dit, oulala, si ça parie mal, ça va être très compliqué. Donc on fait quelques paris. On joue bien sur nos défenses pour choisir les bonnes tables, pour bloquer les adversaires sur les tables et pouvoir prendre cet avantage-là. On déroule assez bien. Je vois que les visages de mes joueurs sont détendus. Je vois des sourires s'afficher. Je sens des bonnes vibes. Et on sort encore de... Je reviens un petit peu là-dessus parce que c'est super intéressant. Donc en fait, on a ce qu'on appelle le control map. C'est ce que tu as appelé les objectifs dits primaires. C'est tout simplement la capacité à prendre le champ de bataille. Et comme tu l'as dit, sur ce scénario, c'est très particulier puisqu'il y a un avantage à être joueur numéro 2 puisque tu peux permettre de jouer en réaction. Sous-entendu, si son adversaire, t'as parlé des KP, des kill points, si son adversaire qui joue en premier expose énormément de ressources pour nous faire mal, et ben nous on a juste parfois à exposer les ressources pour équivaloir à quel point il nous a fait mal pour essayer de le nuller. Ou au contraire, en jouant en réaction, on peut aller juste à peine au-delà. Je crois en plus que la France avait quand même de la chance puisque sur 8 tables, vous avez eu 6 tours 2, c'est-à-dire 6 fois justement le fait de ne pas commencer les parties. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact, peut-être même juste que mental, mais que le skill ou que les capacités à faire des listes différentes auraient pu justement rééquilibrer? Est-ce qu'on doit saluer ce hasard qui a mis la France en bonne posture et qui finalement met aussi tes joueurs d'un point de vue condition mentale en bonne position? Je pense que quand on est sur un scénario comme ça et on sait qu'on joue second, on n'aborde pas la partie pareil. On est avec plus de confiance, dire je peux me relâcher et attendre que l'adversaire fasse des erreurs. Et c'est vrai que nous on a un tel entraînement qu'on joue en réactif sur les erreurs de l'adversaire, on sait très bien faire. Quand on joue, on doit initier la bataille, en fait on donne le tempo, on maîtrise notre partie, mais l'adversaire peut récupérer ces points-là, donc c'est un avantage. Je veux dire, dans tous les tournois, il y a un avantage, il faut savoir le saisir aussi. Saisir les bons match-ups, saisir les bonnes tables, c'est les avantages, c'est aussi ça qui fait qu'on est à ce niveau-là. Là, tu nous l'as dit, ça commençait donc le jeudi après-midi où vous avez affronté le Portugal. Derrière le vendredi, vous aviez donc 2 parties pour sortir du match de poule. C'est intéressant parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je dis quand est-ce qu'étaient les parties? C'est que par exemple, si tu fais une grosse partie le matin et que finalement t'as qu'une heure pour manger et pour préparer et qu'on t'annonce ton adversaire et que t'as qu'une heure pour préparer toutes tes matrices, donc lequel de mes joueurs va jouer contre qui sur ce scénario et ainsi de suite, c'est plus complexe. C'est pour ça que le WTC avait pris cette organisation. Les matchs de poule se finissaient le vendredi soir. Le premier adversaire a été annoncé aux alentours de 20h, 20h30 et donc finalement tu avais toute ta soirée pour te préparer. Exactement. Là quand tu sors des poules et tu sais que le samedi matin tu vas affronter l'Angleterre, il se passe quoi dans ton slip? Nickel. Ça c'est une des différences que, en fait, de fait d'avoir fait 2 fois le WTC des années précédentes, une des faiblesses que je trouvais c'est qu'on ne préparait pas assez les matrices sur tous les matchs.
Les matrices, c'est-à-dire on anticipe par rapport aux listes adverses quels seront les match-ups qui vont se passer. Et en fait, on prépare des plans de jeu pour chacune des listes adverses. On a fait beaucoup au feeling, je trouve, sur les années précédentes. On avait une bonne connaissance, mais on a fait beaucoup au feeling. Et cette année, j'ai dit tous les matchs de Seed 1, plus les poules, tous les matchs de Seed 1, donc c'est les personnes qui sont soi-disant au même niveau que nous, on doit préparer les matrices au cordeau. C'est-à-dire vraiment, vraiment à 80%, ça doit être fait, avec un plan pour chacun d'eux. Donc l'Angleterre, on l'avait bien préparé. On avait un plan très détaillé, qu'on a remis en challenge et re-questionné, évidemment, en fonction des résultats en solo, des résultats en équipe et aussi de leur performance. Et du scénario de cette quatrième partie. Le scénario, on le connaissait. Le scénario, on le connaissait. Parce que, en fait, le WC est bien fait parce qu'il y avait 2 scénarios qui étaient en quart de table et 2 scénarios en crucible. Et en fait, même si les scénarios étaient pas trop clivants sur le scoring, le déploiement et le choix d'étape pouvaient être très clivants. Donc, on arrive en sortie, on dit l'Angleterre. Donc, les mecs disent l'Angleterre, on ne s'est jamais gagné. C'est vrai qu'on toutes les fois qu'on a affronté l'Angleterre pendant l'année, même les années précédentes, on n'a jamais gagné. Jamais fait d'égal, on s'est toujours fait éclaté. Donc avec l'Angleterre, c'est la nation du wargame déjà, c'est la nation de l'éditeur Game Workshop et même leur système métrique des pouces. Et déjà, donc ils partent favoris quand même. Hein. Et puis t'as pas des petits joueurs, t'as quand même un Manishima qui est l'actuel champion du monde en solo. T'as des personnes comme Vic VG et Alex Harrison qui sont des très gros performeurs. Nassim Foucham qui est aussi un très gros performeur. Tony Chu, ça fait des années qu'il est là, c'est un capitaine très solide. On a quand même des joueurs qui sont très 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 solides et aguerris au WTC. Plutôt que d'avoir de l'appréhension à affronter l'Angleterre, je pense qu'on a eu de l'excitation. On s'est dit, ça y est, c'est maintenant que ça commence. On est prêt, c'est là qu'on va y aller. Et je suis très content d'avoir pu affronter l'Angleterre, pas justement entre deux en après-midi, mais en matin pour avoir la veille pour préparer ça. Première chose qui se passe, déjà on arrive, les Anglais sont dans le même hôtel que nous. On se regarde un peu en mode cow-boy. Mais vous aviez la salle de réunion. Et nous, on avait la salle de réunion à l'étage. Et oui, c'est ça. On voulait sacraliser 2 heures de nos soirées, chaque veille, pour dire, voilà, on se met ensemble. C'est vraiment un rituel, ici. Hein. On sort. Je demandais aux joueurs, même, je vous promets, hein, je dis, vous vous douchez et vous me rejoignez. Il n'y a pas de. C'est juste pour laver les problèmes du jour et arriver frais pour le soir. C'est peut-être un détail, mais pour moi, c'est important. Olfactif, déjà. Et on se réunit dans cette salle de réunion et on mangeait ensemble, je projetais les matrices et on rediscutait. C'est quoi notre plan ? On avait ça comme plan, est-ce qu'on le réévalue, etc., etc. Et le fait est de voir les Anglais dans le hall, hein, ensemble, et aller leur dire bonjour et les voir tous le visage fermé, ça m'a donné vraiment, et j'aurais dit, voilà, là ils sont stressés. Là ils ont commencé à baisser le ton quand je les voyais, etc. Donc je sentais qu'on était dans une bonne vibe, je sentais qu'ils nous prenaient vraiment au sérieux. Et du coup on a préparé ce match-là, on a préparé plus de scénario en place. Et quand on est sorti de cette salle de réunion, en fait, on était prêts. On s'est dit, si ça foire, c'est qu'on avait quelque chose qu'on n'avait pas vu, mal compris. Mais on a un plan, tout le monde est d'accord dessus. J'ai même dit, au niveau des joueurs, il y a 80% de chances que tu affrontes lui. Toi, il y a 1 chance sur 2 que tu affrontes lui si on te met en défense, etc. Donc, ils savaient déjà dans leur tête ce qui allait se passer. On arrive le lendemain. Et c'est vrai que c'était un peu tendu. C'était pas tendu, c'est juste les visages étaient fermés. Enthousiaste, il y a un petit truc que j'avais fait cette année, c'est que j'avais mis de la musique. Il y avait 2 choses que j'avais mis cette année. 1, on avait pris une petite enceinte de son et on mettait de la musique française. C'est-à-dire que on n'arrivait pas au pairing, la table de pairing de niveau désordonné, on arrivait ensemble, avec de la musique française, Edith Piaf, Johnny Hallyday, un truc bien comme il faut. Et on s'asseyait ensemble, et même en m'asseyant, j'avais déjà la carte de défense qui était posée. C'était genre, on est préparé, c'est à vous de commencer. Ouais. Donc t'es pas désordonné, c'est vraiment le... Et même t'envoies un message qui est bien différent, en mode c'est nous qui t'attendons. C'est exactement. Vraiment le mot, c'était... Déjà on se réunissait avant, on avait un petit cri de guerre, on se motivait, on arrivait ensemble, musique, carte, on est prêt à vous. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que nous, pour caster, en fait, on voit tout ça, on est à la fois dans le setup hardware, software, enfin voilà, il y a tout à préparer, mais on voit du coin de l'œil justement l'équipe de France, et c'est vrai que cette année, il y avait beaucoup plus de mini-rituels individuels que tu avais mis successifs justement pour aussi peut-être un petit peu faire peur aux autres équipes sur cette fameuse structure. C'est-à-dire que habituellement, vous savez, on dit meeting point maintenant parce que le capitaine veut nous briefer sur cette ronde-là, et il y a toujours un mec qui soit, je sais pas, sort des toilettes, est en train de prendre une photo, ou discuter avec le joueur précédent. Toi, tu avais été beaucoup plus strict en disant quoi que vous soyez en train de faire, en quelques secondes, vous devez arriver parce qu'on n'enverra pas le même message si on est beaucoup plus structuré ensemble. Exactement. Il y avait ça en amont, et il y avait ça juste après le pairing. Pour moi, c'était vraiment important de montrer une unité, une équipe, quelqu'un qui est préparé, parce que je sais, là, quand on est dans un événement de cette taille-là, on représente notre pays, on a beau s'entraîner toute l'année, quand on commence à affronter un adversaire costaud,
On a toujours une appréhension. Quel match-up je vais avoir? Qui je vais affronter? Est-ce que je peux me foirer? Est-ce que je vais faire couler l'équipe? Donc quand tu arrives avec des mecs en face de toi qui, tu vois, qui sont vraiment préparés, ils sont là pour en découdre et que d'un côté tu te dis oh là là ça va mal se passer, et puis mentalement tu dis bon ils ont l'air forts quand même, si je lâche un peu c'est pas grave. Ça c'est les Suisses au bobsleigh. Ouais voilà. Balance man, Heinz Weindram poussé sur la glace. Non mais c'était vraiment c'est un rituel pour nous aussi pour se mettre dedans, c'est-à-dire chacun va à ses occupations, mais à un moment on dit bah on commence jusqu'à la fin de la ronde, et je voulais que les autres équipes sentent ça, qu'ils sentent cette unité, ce côté préparation et ce côté on est là pour en découdre. Donc on fait notre pairing, il y a des choses qu'on veut voir, des choses qu'on veut pas voir, mais finalement on arrive en fin de pairing à placer ce qu'on veut. Vous regardez le stream, vous verrez tous les détails justement sur les fins de pairing. Mais il y avait aussi un rituel que j'avais mis en place, c'est qu'une fois le pairing fini, je réunissais les joueurs. Mais il fallait pas que j'aille leur taper sur l'épaule et dire ah tu peux venir voir ça, viens ici, et casser la dynamique. J'aurais dit je vais vous appeler avec une corne brune. J'avais une corne de brune pour les appeler. Je veux que vous entendez la corde brune, vous partiez directement. Vous excusez votre joueur, vous mettez la cloque sur vous, vous venez, on se réunit, on prend une minute. Cloque, la chess clock, la même qu'aux échecs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait le pairing est terminé, ils ont 1h45 sur cette fameuse cloque, et donc se dire attends, le mec il met sa cloque parce qu'on est déjà à la phase de déploiement, il se barre pour son briefing avec le capitaine. Ça montre une forme de respect parce que t'as vu, je suis pas en train de te la mettre sur pas de cloque, non, ça tourne sur la mienne, mais ça montre aussi une forme de confiance en disant j'ai le temps, là c'est important. Exactement. Et puis c'était pas anodin, parce que en fait, il y a un moment où on est dans le pairing, il y a des émotions qui se créent, du stress, l'adversaire, on sort, on commence à mettre notre table, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête là. Et en fait, je voulais que mes joueurs, en fait, dans ce moment-là de stress et de confusion, ils puissent être recanalisés vers un objectif. Donc je les réunissais, je leur disais, voilà le pairing. Voilà, on en est de nous estimer à la fin de la pairing. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Voilà ceux qui vont avoir des matchs difficiles et vous ne devez pas lâcher. Vous avez des matchs où je veux voir des points arriver, qu'on va attendre que lui fasse ça, lui fasse ça. Vous êtes des champions, je veux le voir sur table, allez-y les gars. On avait un cri de guerre, et c'était parti. D'accord, donc finalement ça se passe relativement bien. Finalement vous arrivez à battre l'Angleterre 88 à 72. Par contre... On n'est pas peu fiers. Hein. Et donc derrière, c'est la suite, c'est la seule fois où vous n'allez pas gagner, vous allez faire une égalité à 82 versus 78 contre la Suède. Exactement. Parce que vous n'avez pas eu aussi ce temps de préparation, puisque c'est le match de l'après-midi. Il y a deux facteurs à ça. Le premier facteur, c'est le scénario. Il faut savoir que la majorité des tables ont 5 objectifs, sauf ce rituel, et ce scénario-là a 6 objectifs. Donc ça veut dire que tu as facilement 2 ou 3 objectifs dans ton camp, donc tu peux facilement faire des égales. C'est plus facile de faire une égale, de jouer sécuritaire, sans perdre des points. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, on a préparé la Suède, moins que les autres match-up parce qu'on les avait déjà affrontés. On n'a jamais gagné, on a perdu contre eux l'année dernière. On a fait une égale quand on s'est fait un entraînement en scrim, donc en ligne sur TTS. Et là, on disait bon, normalement, ça devrait bien se passer sur le papier. Mais ils nous ont amenés dans un endroit, ils nous ont forcé un jeu. On voyait sur notre matrice qu'ils allaient nous chasser certains de nos armées de corps à corps. Donc on s'est dit, on veut pas voir ça arriver, donc on va placer très vite nos match-up de corps à corps. Ils les ont acceptés très vite. On s'est dit, bizarre. Et en fait, ils avaient vraiment un plan pour aller chercher l'égal. Ils ont vraiment joué pour aller chercher l'égal, sauf 2 parties qui nous ont agressés. Et ces 2 parties-là qui nous ont agressés, une des 2 n'a pas marché. Donc en fait, quand on a compris ça, on a dit ah, en fait, ils ont un jeu qui est pour nous nuller. Ils voulaient pas gagner, ils voulaient vraiment nous nuller. Et ils ont un gameplay qui est différent. C'est peut-être quand on joue contre les Espagnols et les Italiens, on est plus sanguin, on aime bien la castagne, l'agression. Et les Suédois sont très, très, très pragmatiques sur leur gameplay. Ils sont patients, ils savent qu'il y a 3 heures à jouer, ou 3 heures et demie à jouer. Ils vont jouer toutes ces minutes-là, ils vont attendre, et comme ça, et nous, on s'est un peu pris désemparés par rapport à ça. Je pense qu'il y a aussi un côté de fatigue et émotion qui descendait par rapport à l'Angleterre. Souvent, quand tu sors d'une ronde qui est très intense en émotion, et tu arrives à une autre, se remettre dedans, c'est pas forcément très facile. Surtout, j'imagine, à des joueurs qui sont un petit peu plus attentistes, qui vont justement tester tes nerfs en se disant, bah écoute, moi je vais jouer, bref, regarde, je me suis mis sur 2 objets, j'expose rien. Mais c'était vraiment ça, hein. C'était vraiment, je mets un truc à toi. Je fais quoi, j'agresse pas. Du coup, moi j'avais aussi donné une direction en début de... On parlait du briefing des capitaines. Il y a un truc très important que je leur ai dit, c'est... Alors, c'est la fortune, mais on dit la chance sourit aux audacieux, dans le sens que si vous voulez qu'on soit champion du monde, il va falloir tenter des choses. Il va falloir prendre des risques. Il va falloir montrer qu'on peut faire juste mieux que rester dans notre coin et scorer.
Et je pense qu'ils l'ont pris au mot, mais les Suédois, ils le savaient et ils nous ont attendu. Donc là, on pouvait faire mieux. En fait, on a fait juste des égales et ça a fait que sur l'ensemble de la ronde, on est sorti sur 82. Pas à grand chose, puisque 82, là où il fallait 86 pour aller chercher la victoire. Donc ça se joue à pas grand chose, peut-être des faits de jeu, qui auraient pu nous servir d'ailleurs, on ne sait pas, 82 points, ça aurait pu être pire, j'en sais rien. Moi j'ai une question pour toi, si tu as eu plus de temps et que finalement la Suède tu l'avais affronté le matin et donc tu avais eu toute ta soirée, qu'est-ce qui aurait changé dans ton accompagnement des joueurs ? Comment est-ce que tu sors d'une victoire contre l'Angleterre en disant les gars, on se réveille parce que finalement ça n'est que la moitié du parcours, même si c'est en très bonne posture. Ouais. Bref, qu'est-ce que ça aurait changé ? Honnêtement, je pense que notre plan, et encore maintenant je vais le dire, était bon. Je pense que ce qu'on manquait, c'est de l'entraînement contre certains de leurs codex. C'est-à-dire que c'était vraiment un style de jeu, un style de jeu différent. Ils avaient un style de jeu qui était différent. C'est-à-dire que quand ils ont amené leur IK ou leur RK, nos joueurs en France, même ceux qu'on a affrontés en Angleterre, en Espagne ou autre, ne jouaient pas pareil. On a affronté plusieurs IK RK, eux ils avaient une manière de la jouer, on s'est dit ah mais en fait s'ils font ça, on peut pas mettre de points. Et du coup c'est ça qui nous a un peu cassé notre dynamique. C'est ça qui est super intéressant au WTC, c'est que autre que le méta, les listes, il y a des manières de jouer différentes en fonction des pays et des régions. C'est pour ça qu'on était aussi, on était très content de voir l'Asie, la Corée du Sud et c'était Philippines, Singapour qui venaient jouer parce que, je sais pas si c'est Philippines, Singapour qui venait jouer parce qu'ils avaient un autre style de jeu encore différent. Et en fait, on se rend compte que la même liste, dans le même codex, dans d'autres mains, dans d'autres méta, est complètement différent. Ensuite, derrière, il reste 2 parties à jouer. Même suite à cette égalité, la France est encore première parce que justement, tu nous l'expliquais, face à tous ces points que vous aviez mis pendant la poule, comme finalement vous étiez full victoire avec seulement une égalité, vous étiez à 1 point d'imperfect, indirectement, par rapport à ça. Et derrière, vous affrontez l'Australie. Il faut savoir que l'Australie avait aussi surpris tout le monde puisqu'elle arrivait systématiquement, année après année, avec un méta qu'on comprenait pas trop, ou en tout cas, comme tu l'as dit, un style de jeu qui était bien différent. Mais ils avaient perdu 2 de leurs gros joueurs, donc ils étaient un petit peu moins favoris. Et là, vous arrivez sur la partie donc du matin, puisqu'on est le dimanche matin, dernier jour, vous êtes à 2 parties d'être potentiellement champion du monde, et vous arrivez à battre l'Australie 106-54. C'est la pilule Jack. C'est la piquette. C'est la piquette Jack. Ils étaient assez confiants, l'Australie, ils avaient un plan de jeu, mais je pense qu'on avait ce qu'on appelle de l'intelligence compétitive, un meilleur savoir sur certains des match-ups. C'est-à-dire qu'il y a un gros enjeu, c'est aussi quand on arrive avec un méta, c'est-à-dire des listes ou des stratégies qui sont un peu en dehors des clous, et on s'est beaucoup inspiré de l'Australie pour ça, parce qu'ils avaient toujours amené des choses différentes. Quand on sait que par exemple, un match-up gagne contre un autre match-up et eux ils pensent l'inverse, et que nous c'est avéré qu'on ait raison, en fait on fait la bascule sur l'ensemble de la ronde. Pour l'Australie, je pense vraiment qu'on était au-dessus en termes de préparation. Ils ont des bons joueurs, mais je pense qu'on les a amenés, les match-up, là on voulait les avoir, et en fait on a vraiment déroulé. Je sentais que on s'est aussi posé la veille, on s'est aussi posé des vraies questions, parce qu'en sortant d'une égale contre la Suède, on se dit peut-être qu'il y a un truc qui marche pas, il y a un truc qu'on a placé mal, et on a pris en compte ces feedbacks-là, on s'est tout dit de manière très transparente, là ça marche pas, là ça marche pas, et on s'est dit on est en transparence et sans animosité. En fait, quand il y a quelque chose qui arrive, on se remet en doute, qu'il y a une victoire, enfin une égale ou une défaite. Et on s'est vraiment dit qu'est-ce qu'on doit changer et qu'est-ce qu'on doit capitaliser. Et là, notre plan, il a vraiment fonctionné, exactement comme on voulait. On a placé qui on voulait à quel moment, on a accepté les joueurs comme on voulait à quel moment. Et en fait, on a vraiment déroulé. Je pense que ça a remis un niveau de confiance sur nos équipes. Ils se disent, en fait, non. La Suède, c'était juste qu'on a mal merdé notre plan, mais non, on est prêt, on peut y aller. Ok, donc là, c'est le dimanche matin, fin de matinée. Vous mettez un énorme score face à l'Australie, et là, c'est marrant parce qu'on l'a fait en stream et on était avec Laurent, j'imagine que toi tu faisais la même chose de ton côté, tu fais tous tes petits calculs en disant il faut juste qu'on arrive à mettre autant de points, si ce pays lui fait une égalité ou une victoire et tout, tu sais, tu fais de la trigonométrie en mode ouais, voilà ce qu'on doit faire. Peut-être que toi finalement c'était non, nous on doit gagner, parce que tu veux le perfect. C'est un peu ça, parce qu'on a on a essayé de faire des maths la veille, enfin le matin ensemble sur le score, ça marchait pas. Donc en fait j'ai dit mais... Moi, je veux qu'ils gagnent. Je veux qu'ils sortent de cette expérience en disant on a donné le maximum pour être sur la première place. Pas arriver avec une stratégie en disant ouais, alors si on joue petit, des machins. Non, on peut faire ça, mais ça n'a pas la même saveur. Autant on y va et on se plante avec le panache. C'est aussi la chance souris aux audacieux, le fait de provoquer ça en jouant agressif ou en tout cas en allant chercher les actions, quoi. En allant chercher les matchs où on veut qu'il se passe des choses. On peut faire des stratégies, on dit on va jouer sécuritaire et de toute façon on va gagner parce qu'on fait une égale, mais on voulait vraiment
gagner avec le panache. Ok, tu sors de l'Australie, tu mets plus de 100 points contre les anciens champions du monde, tu sais que tu affrontes les États-Unis d'Amérique avec que des gros joueurs. Je rappelle, les seuls joueurs professionnels dans le monde qui sont aux États-Unis, puisque Warhammer aujourd'hui, en tout cas sur ce niveau-là, n'est quasiment joué que par des amateurs. Alors est-ce qu'on peut appeler ça amateur, je sais pas, mais c'est des gens qui ont une activité professionnelle annexe, alimentaire en tout cas. Et là, vous affrontez donc les États-Unis d'Amérique et vous arrivez à gagner 86-74 à 1 point, donc pour la victoire. Derrière, question, à l'heure du déjeuner, tu sors de l'Australie, tu sais que tu affrontes donc les États-Unis, c'est quoi ton discours ? Éclatez-vous ou non, au contraire, t'es pas dans cette espèce de discours un petit peu en mode faites-vous plaisir, on est là pour kiffer. Non, tu les tiens, comment est-ce que tu coaches tes joueurs ? Il y a eu 2 choses à ça. La première chose, c'est vraiment c'est un peu mystique, c'est-à-dire sortez de votre expérience contre l'Australie. Donc là, maintenant, vous devez vous hydrater, prendre de l'air, prendre un moment, j'aurais dit, prenez un moment pour vous. Prenez 5 minutes tout seul, prenez l'air, prenez juste, pensez à autre chose. Mangez, alors super repas de notre ami Aédarian. Mangez bien, parce que dans X temps, je vais revenir vers vous et on va faire le plan. Donc je leur dis, prenez votre temps pour vous. Moi, je commence à bosser le prochain. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est que pendant où ils se débriefaient, ils étendaient, moi, je bossais le prochain étape. Et après, on les réunissait une demi-heure avant le pairing, en disant, voilà, il y a ça, ça, ça. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu n'es pas d'accord ? Et en fait, on réévaluait aussi notre matrice. La réalité, c'est que la veille, je les ai fait bosser un peu plus. Et je les ai fait aussi préparer toutes les cas qui pouvaient arriver. La Pologne, les États-Unis, et il me semble qu'on a revu l'Espagne aussi. C'est-à-dire qu'on a refait une passe rapidement sur ces match-up-là, disant si ça se passe, on veut être prêt. Là, on avait une bonne matrice avant de faire l'événement. Quand on arrive en finale contre les États-Unis, tout le monde rajuste, et là, je vois une matrice toute rouge. Je fais, mais comment je vais arriver à sortir de là ? Bien. Et en fait, même mindset, on s'est dit, je pense que les mecs en face, ils ont le même sentiment. Ils sont pas prêts, ils ont les craintes sur ce qui peut arriver. Donc le mental va jouer au-dessus de juste... Ce que je me permets de dire, c'est intéressant parce que ça s'est vachement vu. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, moi j'ai vu les joueurs arriver un petit peu en fin fanronnant parce que c'est leur façon d'être. Mais quand tu voyais leur façon dont ils allaient poser leurs figurines sur la table et ainsi de suite, tu sens qu'à ce moment-là, l'aura de l'équipe de France, par son parcours et le fait d'être positionné comme des favoris à ce moment-là, c'est les États-Unis qui ont peur. Tu vois où, parce que je veux dire ? Oui. Mais moi, j'ai senti des sur la table. Ouais. De la table. Et c'était vraiment intéressant ce pairing-là parce que on était sur table, on commençait à bosser. Et quand ils sont arrivés à se mettre sur table, ils ont commencé à dire on commence pairing. Je fais non, attends. On a réuni tout le monde dehors. Et là, j'aurais fait un discours en disant écoutez, là, c'est la vraie finale. Là, vous êtes à un match d'être champion du monde. C'est l'une des meilleures équipes du monde. Tu me les as mis. C'est vraiment là, chacun dans les yeux. En fait, c'est vraiment dire vous y êtes. Il n'y a pas de... Vous y êtes. Vous pouvez être champion du monde. Vous allez affronter les meilleurs joueurs du monde. Vous en avez affronté déjà pas mal. Vous allez affronter encore les États-Unis d'Amérique, qui est une grosse nation. On a un plan. On va y aller. Montrez-moi que vous êtes le champion. Bon, juste pour les mettre dans le mindset. Et quand on est arrivé, en fait, on est arrivé encore ensemble. Et on a directement mis la carte. On avait un mood, en fait. Je sais pas, il y avait une musique, il y avait un truc. On était joyeux, tu vois. On était vraiment heureux de cette expérience. On était heureux d'être là. Et je pense que ça les a un peu décontenancés, qu'on ne soit pas du tout impressionnés par eux. Même s'ils avaient une armée de 10 personnes en face de nous, on avait vraiment un plan et on était prêts. Et c'était vraiment une expérience parce que les premiers échanges de cartes, il y a un truc qui se passait et puis on a commencé à voir leur jeu et comprendre ce qu'ils voulaient faire. En fait, on a 2 listes chez nous, qui étaient la liste Chaos Space Marine et la liste Black Templar, qui était une liste de horde de corps à corps. Ce sont des listes qui sont assez polarisées. C'est-à-dire que s'ils ont un mauvais match-up, ça peut être très difficile, mais si ils ont un bon match-up, ils peuvent vraiment foncer et vraiment être un désastre score. Mais cette équipe-là avait de quoi gérer ces 2 match-up. Et on sentait qu'ils chassaient justement la liste de Père Castor, des BT, parce qu'ils avaient des armes contre. Notamment leur Space Marine à eux gérait notre Space Marine à nous. Il ne fallait pas que ça arrive. Pour expliquer, leur Dark Angel avait le DPS, donc avait suffisamment de dégâts pour gérer 100 Space Marine, en gros. Exactement. Avec plusieurs phases, et puis même c'était pas facile à tuer. Enfin, on pense que le Dark Angel avait l'avantage sur le nôtre. Et aussi avait l'avantage sur notre Chaos Space Marine. Donc le Dark Angel était un problème. On mène notre pairing, et en fait, on voit que ça va vite, et on arrive sur la fin. Donc la fin, c'est chacun a 4 cartes, et on doit faire séparément sur les 4. Donc il y a une défense, il y aura 2 attaques de chaque côté, il y aura un oublié, c'est les personnes qu'on oublie. Et là, on regarde le montre, on se dit, attendez, on a un quart d'heure. On va prendre ce quart d'heure en entier. Et en fait, je me suis vraiment... Parce que je faisais le pairing avec... j'avais Olivier d'un côté,
Tanker à gauche et j'avais Johan à mon arrière, et on essayait de voir tous les scénarios qui pouvaient arriver. S'il fait ça, comment ça se passe? S'il fait ça, comment ça se passe? Et on a dit, mais attendez, moi je suis sûr que lui il va mettre ça, le Thousand Sun en défense. Ils veulent chasser le Black Templar. Dans toutes les situations qu'on fait, si on met le Black Templar en défense, on est sûr qu'il aura un bon match-up et il pourra protéger notre CSM. On fait ça, on tourne les cartes, et là je vois leur tête. On était pas un peu fiers. Et là, naturellement, on fait allez. Et du coup, ils revoient leur plan, etc. Et puis finalement, c'est quand même Tanker qui prend le DA, donc c'était pas optimal, mais c'était mieux que l'inverse. Et ça permet à Père Castor de mettre quasiment 20-0 à Shonen. Mais en fait, oui, c'est ça. Clairement, Shonen, c'est la différence, c'est que d'un côté, on perd 5 points, de l'autre côté on met 20, donc c'est ça qui fait la différence. Reviens un petit peu donc sur cette ronde. Là, tu nous as parlé de la phase de pairing. Derrière, on le sait, en général, il faut à peu près 30 minutes pour le déploiement, les jets d'initiative sur une partie qui dure 3 heures, parce que sur les dernières journées, les parties sont plus courtes, pour que les gens puissent partir plus tôt et que l'organisation soit un petit peu différente. Est-ce qu'il y a eu des jalons au sein de cette ronde, puisque tout à l'heure on parlera plutôt du coaching et donc en fait de l'aspect global des 8 mois de préparation, et de ta façon dont tu as pu gérer au début un pool d'humains pour les ramener à 8, et au sein de ces 8, comment est-ce que tu les as amenés par rapport à leurs forces et leurs faiblesses pour potentiellement compenser celles des autres ou juste faire grandir les autres. Là, toi, sur cette ronde-là, donc France, États-Unis, d'Amérique, quels sont les jalons au sein de cette ronde qui, toi, en termes de coaching, en termes de lecture, aussi bien de l'humain que des scores, font que tu dois peut-être des fois interagir? Le premier jalon, c'était le mien. Parce que quand je suis sorti de pairing, j'ai senti une sensation de libération. Je me suis dit, ça y est, maintenant on est juste à gérer les games, l'humain. Le travail de préparation est fait. Je peux passer à autre chose, vraiment passer que sur l'humain. On a eu beaucoup de match-up qui s'étaient à tendance égale. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des match-up qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre, mais d'autres, si le plan est exécuté, c'est stable. Il y en a d'autres, on veut voir des choses passer. Donc, il y en avait des qui étaient très particuliers, notamment le GK contre le World Eater. On sait que c'est un match-up qui doit être égal, mais selon le comportement du World Eater, ça peut être vraiment catastrophique. Donc, ce qu'on voulait voir, c'était peut-être certains éclats de talent, sur notre GK et notre Necron, qui permettent de faire la différence. On voulait que nos listes de Horde, donc celle de Black Templar contre Shonen, vraiment assurent complètement, être sûr de faire un 20, 22 comme il dit, Dab, voilà, etc. Ou que celle de CSM, on n'était pas sûr contre le DA, on joue quand même comme John Lennon, qui est pour moi l'un des top 5 meilleurs joueurs au monde, facilement. On voulait pas que ça craque. On voulait il y avait aussi une notion de temps, parce qu'on avait une demi-heure de moins que les autres matchs. Il faut savoir que l'organisation fait qu'on a moins de temps. Donc les premiers jalons, c'était déjà que les match-ups stables me mettent en confiance. Pour me concentrer sur les match-ups qui vont être le BT, le CSM, et le troisième que j'avais en tête, c'était aussi l'Inari contre l'Orc, qui pour nous, on n'avait pas du tout la même vision. C'est-à-dire que pour nous, on était en confiance. Les États-Unis étaient très en confiance. On se dit, oula, est-ce que c'est bien, pas si bien, les deux pensent gagner, c'est qu'il y en a un qui a tort. Et voilà. Et normalement, je dirais 90% des gens pensent que l'Orc qui bat l'Eldar, mais nous, on avait Tech, il me fait un truc contre ça. Donc on voulait voir que ça fasse la différence et dire... C'est intéressant ce que tu dis, puisqu'il s'avère en plus de ça que Quentel, le joueur Eldar, est la dernière game à se finir, et c'est ce qui nous a aussi permis justement d'énormément vibrer grâce à ça, c'est que c'est la dernière partie en cours qui permettait de savoir qui gagnait cette ronde. Et c'est ça qui est génial. Bon au final, ça a été une défaite, mais suffisante pour gagner au global. Non, et voilà, en fait, l'ensemble des match-ups se passe according to the plan. Il n'y a pas de gros delta, on a que des 10, des 12, je regarde à côté, des 8, des choses qui sont pas fondamentalement, c'est-à-dire qu'on est en liste. Père Castor m'annonce un 20. Au bout de combien de temps de la ronde? Sur 3 heures de jeu, à quel moment? En fait, les premiers match-ups qui se débloquent, ça va être les DG contre Tau, parce que c'est très linéaire, il y a moins de figurines. Mais tout se débloque en fait dans la dernière demi-heure. Dans la dernière demi-heure de jeu, voire les dernières 20 minutes, c'est là que ça s'enchaîne. Pendant la ronde, qui dure à peu près 3 heures, on a plusieurs choses qui font que, ou ça va être des parties égales, mais on réévalue. En fait, on a deux choses. On a ce que nous dit le joueur. Donc il doit le dire, ou il doit le dire sur une feuille libre, la communication est épurée. Aussi ce qu'on lit, parce qu'on arrive à lire la table. C'est pour ça qu'aussi on avait les deux coachs étaient des joueurs, parce qu'ils pouvaient lire une table. Parce que des fois, sous le moment de l'émotion, on a du mal à estimer, on dit oui, ça va faire 12 ou 8, etc. En fait, nous, on lit, on dit d'accord. On voit comment ça va se passer. Et on a aussi la capacité de lire la feuille de score et réévaluer le score en temps réel. Donc, par rapport à ça, on savait qu'il y a des match-ups comme celui de Père Castor qui allaient aller vers le positif. Mais c'était pas fait. Et en fait, le fait est que s'il met pas 20, mais 18 ou 17, ça joue. Il affronte comme Sean Eden, qui est quand même le capitaine des États-Unis depuis peut-être 8 ou 10 ans.
un excellent joueur et qui sait très bien gérer des situations défavorables pour lui. Donc c'était vraiment un jeu de mind game où Sean Eden peut dire au stream, par exemple, dire bah ouais ça va être 20, mais en fait il sait dans sa tête que s'il fait 3 ou 4, il a fait son job. Donc il faut vraiment pas se laisser avoir et assurer tous les points. Donc c'est plusieurs événements, donc 10, 18, on est dans un game. Là, Olivier m'annonce 20, donc il y a une possibilité. On n'y est pas encore, parce qu'en fait on voit que la match de Quentel va pas faire le score annoncé. Donc l'orque est meilleur. Donc l'orque est meilleur. Voilà. Non, la réalité c'est que l'orque il avait tech un truc différent, qui s'appelle les flash gits, qui est une phase de tir, et en fait l'Eldar est très... En fait, les phases de tir pour l'Eldar c'est pas bon, parce que c'est vrai que c'est très difficile à gérer, il le tue en phase de tir, en phase d'Overwatch, et même au corps à corps, un orc qui tape un Eldar, bah il a pas d'arme, ça change. Donc je pense que ça même son plan a pas marché, mais... Le flash git fait très peur en tir en état d'alerte, puisque en gros il a un volume de tir qui fait que même sur des micro-craquages, il est capable de faire relativement mal en fait. Exactement, et en fait on se dit, bon d'accord, ça va être négatif, mais est-ce que c'est négatif 5, 0, 8 ? Et en fait ça joue énormément sur la ronde, parce que si Percassor met 20 mais de l'autre côté on prend 20, en fait on redevient flat. Et là, il y a un événement qui se passe, donc déjà Johan, ça se passe bien contre le World Eater, il va tuer Angron, ouais. Anthony Valla tire ses 3-6, en gros on revient, non. Et bon, après il arrive à le retuer avec son... Il y a des événements comme ça qui nous mettent des pressions, mais on se dit bon, on est dans le game, on est dans le game, on est dans le game, on est dans le game. Je pense qu'on se rappelle tous du retour de Angron sur la table. Franchement c'était épique, et le chat aussi. Moi je suis allé le voir, j'étais là, et Anthony Valla m'a fait je fais toi on se revoit. Et après il arrive à le gérer et tout, enfin c'était vraiment ascenseur émotionnel, le Necron ça fait haut bas etc, mais il arrive à gérer. Mais et là, il y a un truc pour moi où j'ai vraiment vu la différence, c'est que moi j'ai vu un petit Nico qui était contre Brian Sepp, qui est un des très 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 gros joueurs américains, qui jouait contre Townsend, et en fait dès le début, j'ai vu la condition physique qui était différente. C'est-à-dire que Nico, bon, certes il est plus élancé, mais il avait une énergie sur table que Brian Sepp, il se sentait noyé en fait. Et je pense que mentalement Brian Sepp a lâché, et Nico me dit bah je mets 19. Je fais, mais Nico, comment tu peux me dire ça avec un flegme énorme? Et là, je fais mon calcul dans ma tête, 5, 20, 15 fois, je me dis, mais en fait, la victoire, elle est à un point. Elle est à un point, là. Donc, je fais le tour de mes joueurs, et je vois la game de Nico qui se finit, il me dit 19, en toute détente, alors qu'on est parti sur un 13, 14, je dis, wow, 19, mais en fait, on est, je fais mon calcul, une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, on est à 85. Et je vois donc à un point de la victoire. Je rappelle, il faut plus de 10 points d'écart, donc il faut 86-74, un 85-75, c'est égalité. Exactement. Et du coup, il reste que la partie de Quentel, qui avait commencé un peu en décalé parce qu'il était streamé sur un autre sur Wargame Live. Et je me dis, mais en fait, faut absolument qu'il mette ce point-là. Je sais que ça se passe très difficile, mais je sais qu'il gère bien les émotions. Il faut absolument qu'il mette ce point-là. On est vraiment à un point. Je te mets en pause, parce que là t'es à un point d'être champion du monde, parce que tu vises la victoire pour le perfect en termes justement de destin, et donc en fait de points ramenés. Est-ce que à ce moment-là tu t'autorises à suivre peut-être Suède-Espagne, puisque si la Suède perd, quoi qu'il arrive vous êtes assuré de la première place, ou non tu vises ce putain de perfect, et donc vous ne vous autorisez pas en tout cas de ne pas maîtriser votre destin? En fait c'est vraiment il y a des aléas, il y a des choses qu'on peut pas maîtriser. C'est-à-dire que peu importe le résultat qui peut arriver derrière, je ne peux pas maîtriser. C'est-à-dire que je me vois mal dire à mes joueurs, c'est bon, on a gagné, arrête tout, etc. Parce que il peut avoir un mauvais compte de l'autre côté, il peut avoir un truc qui revient en arrière. En fait, et puis j'ai envie que ça arrive une fois par an. C'est une aventure, et on veut qu'il y ait une émotion forte, et se dire, on l'a mérité quoi. On a donné tout, on a essayé de gratter ce truc. Si on n'y est pas arrivé, on aura tout fait, c'est pas grave, mais pas se dire, on fait le minimum, tu vois. Donc on voulait vraiment. Même si, dans le fond, on se disait, en fait, peut-être qu'on est déjà champion du monde, on voulait vraiment que ça se fasse de la belle manière. Ok, je reviens donc à la table de Quentel, vous êtes à 85, vous avez besoin d'un point. Tu sais, je rappelle, encore une fois, on est sur cette fameuse table Orc versus Eldar, où vous pensez que vous allez gagner, et eux, ils pensent qu'ils vont gagner. Et finalement, tu te retrouves, j'imagine, dizaines de minutes après dizaines de minutes, tour après tour, round après round. Ah oui, j'ai désenchanté. À se dire, en fait, je crois que c'est eux qui avaient raison, putain, tu vois. Et donc, finalement, alors qu'à la base, tu fais, bon, s'il ramène un 10, on est content. Bon, finalement, s'il ramène un 8, on est content. 5, oui, ça arrive jusqu'au 5, 3. S'il ramène un 1, on est content. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, c'est qu'on était tous en train de vivre nos émotions chacun de côté. Donc j'aurais demandé, vite qu'on se réunisse proche du dénouement, en fait, qu'on se réunisse tous ensemble. On était avec Père Castor, il y avait Chev, il y avait Arnaud et tout, on s'est tous mis. Et puis, je voyais que c'était encore le tour 5 de
du joueur orc, et nous, il reste à notre tour 5. Et on se dit, mais putain, pourvu qu'ils mettent pas trop de points, pourvu qu'ils mettent pas trop de points. Et en fait, on commence à voir le décompte. Il y a Hugo est très concentré dans sa partie. Je lui dis, Hugo, je lui fais 1 comme ça. Il me regarde, il fait, ok. Il dit pas oui ou non, Il dit, bah ouais, il dit rien. Et en fait, l'autre commence à mettre ses points. Et là où c'était genre peut-être un 17-3, il met ses points du tour. C'est que ça montait. Il réajuste ses trucs. J'ai l'impression que là, c'est sur 19-1. Et regarde Hugo. Hugo, il me regarde. Il fait, bon, c'est ton tour. Bah, 19-1. Il fait 1. Il fait 1. Et là, on crie. J'ai un premier à jamais. 1 point mine. C'est pour toi. Et du coup, là, c'est l'exultation. Il y a vraiment on est hyper content, quoi. Et je sais pas, il y a une sorte d'émotion qui ça va au-delà du jeu, ça va au-delà de. T'as l'impression de tous ces mois de travail et tout ce qui s'est passé en amont, c'est genre. Je sais pas comment dire. Oui, c'est à la fois de la satisfaction, c'est à la fois de la dopamine. Ouais. c'est plein de choses différents aussi et une forme entre guillemets de méritocratie, tu sais, par rapport à l'investissement donné et justement à ça, puisque pour le coup, c'est ça qui est rigolo, ça va nous permettre de faire aussi le pont avec la suite. Mais on est non professionnel, mais on a les ambitions de professionnel. Et finalement, sur quelque chose qui doit être un hobby, donc un exutoire, on se met une pression limite plus forte que sur certains enjeux professionnels de nos vies ou émotionnels de nos vies. Tu vois ce que je veux dire ? C'est super intéressant, en fait, à quel point on va se mettre tout seul dans un endroit qui peut pas être confortable, alors que c'est censé être un plaisir. C'est ça, mais je pense que la passion transcende aussi des fois la cohérence de nos émotions. Tu vois, c'est un peu... En fait, t'as tout ça qui se trace. C'est le moment où t'es rentré dans le magasin, t'avais 9 ans, t'as acheté ta première figurine, tu l'as peinte, tes premières batailles avec tes bouts de carton et tes copains sur le tapis, tes premiers tournois, tous tes trucs qui disent, mais en fait, je suis au maximum de la difficulté. En plus de ça, je représente la France, c'est même plus pour ma pomme, mon équipe, c'est vraiment... On sort des Jeux Olympiques, on est en plein Jeux Olympiques, ouais. Et on se dit, mais en fait, nous aussi, on a notre part à faire, etc. J'ai écrit à l'équipe, l'équipe ne m'a pas répondu d'ailleurs, mais s'il me regarde. Mais on se dit, mais en fait, on a l'impression de vivre au maximum, et c'est ça qui est vachement agréable, c'est aussi avoir l'honnêteté envers nous-mêmes, de se dire, mais en fait, c'est ma passion, c'est peut-être une niche, c'est peut-être quelque chose qui est moins visible, qui m'apportera moins sur mon cursus professionnel ou personnel, mais en fait, ça m'apporte un truc, c'est se faire kiffer. Et le faire kiffer au maximum, et en fait, avoir des amis et des relations qui te permettent de vivre ces choses pleinement, et pas que pour toi, mais vraiment toute l'équipe et la communauté et enfin tout ça. Et ça, c'est vraiment top. J'ai une question pour toi. C'est cette sensation d'accomplissement, elle t'a accompagné combien de temps ? Je t'explique. On parle de dopamine, on parle de plein de choses. Tu vois, dépendamment des profils, t'as des personnes qui ne voient que le négatif. Et finalement, même quand ils sont dans une forme de réussite, eux, ça va durer 3 secondes, alors que pour certains, ça va durer 40 ans. Et ils vont vivre par procuration des moments passés et pas de l'avenir. Et t'en as d'autres, au contraire, ça va durer 3 secondes et ils vont se dire, ok, maintenant, c'est quoi la suite ? Ou alors, comment est-ce que je peux encore être au-dessus ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi vraiment, maintenant, mes axes d'amélioration quand même, et ainsi de suite. Toi, finalement, ça s'est passé comment ? C'est-à-dire que tu as aussi l'effet soufflet, c'est-à-dire que tu es dans une forme d'euphorie collective, mais le lendemain à 9h, quand soit tu vas arriver au boulot, soit quand tu vas être seul dans le train, ou face à ton nombril, peut-être même le soir même, tu vois ce que je veux dire ? Tu as cette redescente. La redescente, c'est une phase qui peut être destructrice, entre guillemets, et que tu peux aussi amener avec tes joueurs. C'est-à-dire que la victoire n'est pas la fin de l'aventure, il faut que tu les accompagnes aussi derrière. C'était quoi ton point de vue, justement, sur la retombée ? Alors, t'es un peu dur, mais oui, c'est vrai qu'on a tous subi ça, et je pense que vraiment, on a eu l'euphorie, on a eu aussi la consécration, on n'est pas sur... Là, ça se pousse jusqu'au podium, où en fait, on est... C'est un moment où on est adoubé, c'est-à-dire qu'on est tous sur le podium. Il y a deux choses pour expliquer, puisqu'en fait, alors ça c'est peut-être partie des trucs en termes d'orga où il faudrait revoir avec le WTC. Il y a le score qui tombe, l'euphorie, les 5000 personnes du chat qui floutent, tout ça, vous qui faites des câlins, machin. 1 heure de pause. Où finalement tout le monde est dehors, tout le monde redescend. Pendant ce temps. Ouais, mais tu sais, vraiment, tu sens même qu'en termes de chimie dans ton corps, ok, putain, limite là je me sens faible. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tu sens un peu faible. Et derrière, tu as un second souffle avec la cérémonie de clôture. Exactement. Et là, en fait, ils appellent au fur et à mesure le podium. Et ils nous appellent à la fin. Et là, vraiment, on crie, on est content. C'est un peu le coup, tu sais, cette année, on a fait le truc. Et les autres équipes nous félicité parce qu'on sait tous que c'est un énorme travail, un énorme rush, c'est du temps consacré. On a tous fait. Et en fait, il y a une sorte de respect
pour les vainqueurs. J'aime là beaucoup aussi. ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que c'est important, on parle de Warhammer, pour beaucoup de personnes qui connaissent pas, c'est un petit peu comme le poker, ça peut être assimilé à un jeu de chance, parce qu'il y a de la variance, il y a des D6. Mais finalement, le fait de statistiquement mettre beaucoup d'actions à forte probabilité de réussite mis bout à bout, on arrive à ce qu'on appelle lisser les statistiques, et donc on reste quand même sur un jeu où c'est l'intellect qui prime. Bien évidemment, si au bout d'un moment t'enchaînes 10 actions à 1% de chance d'échec et que finalement tu te les prends toutes dans la tête, bon bah ça peut arriver, mais finalement c'est un peu comme au poker, si sur, je sais pas, 10 top players, c'est systématiquement 8 fois les mêmes, bah en fait on se doute que c'est parce qu'ils arrivent à maîtriser entre guillemets cette chance ou à la provoquer. Là, tout le monde le sait dans les équipes de Warhammer. Exactement. Et donc finalement, il y a un vrai respect qui est instauré au sein au moins des grosses nations. Je parle des États-Unis, je parle de l'Angleterre. Il y avait ce respect mutuel avec les d'autres pays, comme la France, où maintenant, comme tu l'as dit, on est adoubé d'eux. Et ça, Oui. ça fait plaisir. Et c'est aussi le côté jeu en équipe, parce que on lisse. C'est pas grave de mettre un petit score, de perdre à 9, à 11, on perd, mais c'est pas ça. C'est comment on a composé notre équipe, autant par les joueurs, la mentalité des joueurs, que les codex qu'on a amenés, pour en fait faire cette alchimie qui va permettre de gagner sur la ronde. Et en fait, ça, quand on voit les listes, quand on voit le gameplay, quand on voit les scores, on se dit ok, en fait, il y a eu un travail qui a été fait, un travail collectif, des prises de risques, des réflexions et des choses qui ont fait la différence. Et clairement, dans notre composition, on a pris des éléments. Par exemple, on n'a pas pris de Sista, on a pris un Space Marine qui était différent, on a pris un CSM qui était différent. Et en fait, c'est ces compositions-là qui fait la différence et qui fait le talent des grandes équipes. On va revenir justement sur ces moments où il y a eu des décisions difficiles à prendre, que ça soit sur les choix de liste, mais aussi que ça soit sur la sélection des humains. En tout cas, là, on parlait vraiment du soufflet. Tu vois ce que je veux dire ? Comment est-ce que tu les as accompagnés dans l'après ? Et encore une fois, l'après, ça peut être une semaine après l'événement ou ça peut être 10 minutes. Déjà, la première chose, c'est jusqu'à ce pic, tout le monde vit et partage ses émotions. Il y a un moment, on s'est retrouvés à l'hôtel. En fait, avant d'aller à la soirée, on s'est retrouvés à l'hôtel, on était tous douchés, on était tous autour de la table et il y avait ce côté, l'impression d'être tous en train de grignoter ou manger un truc et se détendre. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce moment-là, on s'est dit, je sais pas, c'était cool. Il y avait une émotion. Une phrase de Paul Walker, puis ne serait jamais comme avant. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment ce que tu as dit, en fait. La famille est assez sacrée. Pour revenir à cette soirée-là, en fait, c'était aussi à chaque joueur leur dire à quel point déjà j'étais fier d'eux, de leur travail. Peu importe le résultat, s'ils ont fait des mauvais résultats, je leur dis bah voilà, en fait, on a parié un truc, on était tous sûrs collectivement que ça allait marcher ou pas, ça n'a pas fait. Mais au final, t'as fait ton job. C'est intéressant parce qu'en fait, en gros, pour résumer, quoi qu'il arrive, vous aviez conscience de n'avoir fait que des décisions de raison et jamais de cœur, donc rationnelles, donc fait en équipe. Et donc, si ça ne marche pas, c'est avant tout une décision qui était logique et donc collective. Exactement. Et il peut y avoir des joueurs qui, même sur une très bonne matrice et plein de match-up positifs, se trouvent sur un match-up mauvais. Mais parce qu'on n'est pas seul à décider ça, c'est aussi nos adversaires. Et des fois, ça a été lesser evil, tu vois, je sais pas comment dire en français. Le moins pire que tu puisses Le moins pire que tu peux savoir pour l'équipe. Et je pense que dans le jeu d'équipe, on est tous attentifs à ça et on a conscience de ça. Et c'est aussi ce qui fait qu'on choisit des joueurs qui ont conscience de ça, qui peuvent se détacher du match-up qu'ils ont. Il y a des choses importantes aussi, c'est qu'on est quand même dans un contexte très masculin. Donc c'est un peu la bagarre, les plus forts, etc. Il faut aussi se dire les choses, se dire bah je suis fier de toi. Bravo, t'as vraiment fait une super saison, t'as fait une super game. C'est grâce à toi qu'on y arrive. Et leur dire aussi quelles sont leurs forces, tu vois, leur dire bah ça c'est tes forces. Et leur dire aussi... Ça tu le fais dès le soir. Tu peux le faire à tout moment. Après sa partie, des moments que tu peux avoir une entrevue, tu lui dis. Je pense que le soir justement après, le but c'était aussi laisser les gens arriver à donner leurs émotions naturellement. Il faut arriver à se trouver un moment pour nous. Mais quand tu as des occasions de dire à quelqu'un qu'il a fait un bon taf et qu'il était fier de lui, il faut lui dire parce que en fait on se le dit jamais. Bon travail. mais c'est con, mais c'est important. Pour créer aussi, pour leur dire aussi quand ils font un mauvais travail. Pour leur dire ouais, là t'as merdé, t'en as conscience, oui, non. J'imagine que pendant cet événement, il y a dû avoir des ajustements, mais c'était finalement peut-être sur les 8 mois de préparation. Mais vraiment là, dis-nous comment est-ce que tu les as accompagnés par rapport à ce fameux soufflet de solitude qu'on a après ce genre d'événement. Il n'y a pas de secret, en fait, c'est juste être présent. En fait, c'est bête, mais je crois que le lendemain après le WTC, je me suis connecté à Discord comme si on avait une réunion de préparation, tu vois. Et ils étaient tous là. On fait quoi maintenant ? C'est génial ce que tu dis parce que juste après le WTC, je crois que le lundi soir ou le mardi soir, je sais plus, j'ai fait un live à chaud de retour où on s'est remis la finale pour aussi nous redécouvrir ça. Et alors que finalement les pro players sont pas du tout la cible de l'audience de French War Game Studio,
Je crois que quasi tous les joueurs étaient sur le Oh, live. t'es là, ouais. Mais, mais c'était juste pour. Je veux remanger de ce gâteau, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Et c'était trop mignon de les voir tous individuellement. On était beaucoup sur le chat. Et pourtant, de les voir tous popper un par un, je me suis dit, ils doivent se sentir un peu seuls. Parce qu'en général, ils sont pas Quand tu là. rentres, ouais, tu rentres, t'es là, ouais. Moi, c'était connecté sur Discord, on se fait chier là. Hein. Après, il y en a qui ont lancé des parties de Baldur's Gate, des LoL, des modes du Overwatch avec le boule. Il y a même un qui est tombé dans World of Warcraft. Adieu. mais oui, il y a cette sorte de dopamine. Tu veux une émotion tellement forte et quand ça retombe, c'est dur. Donc, il n'y a pas de secret à part. Alors, il y en a beaucoup que j'ai appelé individuellement pour leur dire ouais, je suis content, que ça s'est bien passé, etc. Pour juste mettre une connexion avant qu'ils partent en vacances. Mais il y a ce côté, en fait, je suis là. C'est pas fini, on est là, on a un club. Puis t'avais aussi ceux qui faisaient partie du collectif des 30 qui se connectaient et disaient oh, bravo les gars, c'est top. Donc on n'était pas complètement seuls. Mais c'est vrai qu'il y a une chute juste après qui est dure à encaisser. Le blues, enfin je sais pas comment on dit, Bien sûr. le blues. C'est la retombée. Hein, Le WC blues. Voilà. Tu l'as systématiquement après avoir suivi un moment d'euphorie, soit collectif, soit de pression. Et le lendemain, tu te demandes même à quoi tu sers. Enfin, Ouais. tu vois, même nous, le syndrome du streamer, qui fait que quand t'es pas en stream, t'as l'impression de pas être vu ou d'être oublié. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, c'est vraiment particulier. Et surtout chez des athlètes, Ouais. quand t'as vécu une telle euphorie, surtout quand t'arrives justement aussi haut, bah, la descente n'est que plus violente. C'était dur, mais en fait, on a commencé déjà le lendemain, personne n'avait à parler. On était toujours comme ça, donc je pense que naturellement, on s'est dit que les gens étaient silencieux, mais c'est juste qu'on pouvait plus parler. Chacun pouvait partager des anecdotes, des moments, etc. Et en fait, il faut accepter. En fait, il faut accepter que Power Blues, c'est cool parce que ça veut dire que ça nous crée une telle émotion qu'en fait, en comparaison, c'est dur. Mais il faut se donner une projection et en fait, première semaine, on se remémore des choses, on parle, on discute, on parle d'autres choses, on est là. Et puis après, rapidement, on se dit bon, d'accord, à partir de quand on fait une partie? Il y en a qui ont fait une partie 3 jours après. Ils ont changé de codex. Ils disent ah mais j'ai le GT qui arrive et ils commencent à se remettre dans le truc. Ouais non mais c'est des brutes. Hein. Mais on relance la mécanique et puis une fois qu'on prend la distance par rapport au truc, on garde les meilleurs moments et puis on se dit ok comment on refait ça. D'accord. On va sortir de cette remémorisation de tous ces moments positifs. Et encore une fois, merci à vous et merci vraiment à la délégation française parce que cette douzaine de personnes nous ont vraiment vivre des émotions de dingue et c'était une super expérience. Là, si on revient justement sur maintenant, toi, en tant que capitaine, en tant que coach et donc avec tes capacités de lecture de l'humain sur comment est-ce que tu pars d'un point pour les emmener encore plus haut. On va donc revenir 8 mois en arrière. Tu es sacré sélectionneur de l'équipe de France. Je rappelle très rapidement qu'encore une fois, on a 3 ligues différentes en France. Ligue 3, 6 contre 6. Ligue 2, Ligue 1, 8 contre 8. Et qu'en fait, les 4 meilleurs de la Ligue 1 vont s'affronter sur un événement qu'on appelle le Big Four et qui permet donc au gagnant de ce Big Four d'être le nouveau sélectionneur. Et qu'après, donc, il a 8 mois pour faire son équipe. Toi, tu as fait vœu justement de prendre, on va dire, une trentaine de joueurs. Enfin, raconte-nous comment est-ce que t'es passé donc de 8 mois, je suis jour 1 sélectionneur. Comment est-ce que je vais structurer tout ça pour arriver justement le 11 août avec mes 8 joueurs préparés. Alors, la force que j'avais, c'est que j'avais pu participer aux 2 saisons de ces années précédentes, une fois en tant que coach joueur remplaçant et une fois en tant que joueur. Donc j'avais déjà l'expérience du WTC et ce que ça demandait pour arriver à espérer faire un podium. Donc mon objectif de cette année, c'est vraiment de me dire, je comprends pas qu'en France, avec tous les talents qu'on a, l'organisation qu'on a et les scores qu'on fait individuellement, on n'arrive pas à mettre le score sur le podium. Donc c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Et pour moi, ce qui nous manquait, c'était purement de la mise en situation. Beaucoup. C'était se confronter très vite à ces équipes-là et en fait se mettre en situation, comme je parlais d'un match de boxe, en fait tu fais des sparring partners, tu mets des sparring partners de haut niveau. Pareil, je voulais très vite qu'on affronte les meilleures équipes pour se confronter à ce que ça va être le WTC. J'ai voulu élargir le périmètre de joueurs que j'allais prendre, déjà pour que les joueurs vétérans puissent apporter au nouveau, donner la chance à toutes les personnes qui avaient fait une bonne année, notamment ceux qui ont eu des golden tickets et qui sont démontré leur capacité pendant les précédentes, et aussi pour créer un panel assez large de codex, de méta, et être sûr que tu as tout le temps une dynamique de jeu permanente. Ce que je me dis, c'est dans les jeux de combat, par exemple, quand on parle de niveau, ils disent souvent, tu es aussi fort que les joueurs de ton quartier. Ben, c'est pareil. En fait, si tu joues en permanence contre des gens qui ont un bon niveau, qui se challenge, ça va te monter ton niveau à toi. Donc, j'ai voulu élargir à 30 personnes, déjà pour avoir une notion de nouvelles personnes qui arrivent, pour que tout le monde ait sa chance, s'il le souhaite, de participer à l'équipe de France, s'il a fait des résultats en amont. Confronter beaucoup plus aux équipes internationales, donc toujours être au contexte d'entraînement, et pouvoir, au fur et à mesure qu'on affine le pool de joueurs de 30 vers 20 vers les 8, travailler justement sur les lacunes que ces joueurs ont, autant au niveau de l'équipe qu'individuellement, pour travailler dessus, pour qu'ils soient au top niveau le jour J. Il n'y a pas de secret, hein. C'est vraiment
fréquence, répétition et train. Et en fait, quand on se met en situation, déjà, il y a une chose, c'est que peu importe l'horizon dont vous venez, l'équipe dont vous venez, si vous avez un objectif commun, bah vous allez travailler ensemble. Ceux qui n'arrivent pas à travailler ensemble, en fait, du coup, très vite, ils sont écartés parce que ça ne fonctionne pas. Donc, quand on prend une équipe, des équipes de Ligue 1, on s'affronte toute l'année parce qu'on s'affronte au Big Four, on s'affronte à la Ligue 1 aller, Ligue 1 retour, c'est pareil pour la Ligue 2. Et on dit, bah là, je mets 8 joueurs qui sont d'équipes différentes, mais on va affronter la Pologne en ligne en octobre, il faut gagner. À un moment, il faut partager l'information, travailler ensemble, etc. Donc, c'est commencer à créer une équipe au sein de l'équipe et créer des interactions et des affinités. Et toujours se mettre en confrontation, se dire bah, on va affronter une équipe nationale en face, donc il faut que je me mette dans les meilleures conditions. Pour être dans les meilleures conditions, il faut que mes autres joueurs soient dans les meilleures conditions. Et en plus, si je mets des résultats, parce que c'était aussi mon enjeu de cette année, c'est de dire il n'y a pas de secret, vous avez l'investissement, vous avez le temps disponible et vous faites des résultats, vous avez 80% de chance d'être dans l'équipe. Donc je dois aussi les mettre dans une situation où c'est pas de l'affinité ou un jugement subjectif, c'est aussi objectivement, si vous faites des bons résultats, dans ces mises en situation, vous êtes dans l'équipe parce que vos pairs vont aussi vous considérer comme étant les meilleurs joueurs. Il y a aussi l'ego à gérer chez l'humain, et je pense que c'est même le plus complexe, puisque tu peux pas le rationaliser et le quantifier réellement. C'est quelque chose qui est très masculin, parce qu'on a toujours été dans le côté la bagarre, le plus fort, c'est un truc qui est très masculin, donc en fait il y a une sorte... Warhammer c'est aussi une sorte d'ego, parce que dans tout milieu, à partir du moment où tu es sûr de toi, souvent les gens pensent que tu as raison. Et il faut aussi arriver à le confronter par rapport à quelque chose. Le fait d'avoir beaucoup de récurrence de training et de matchs et de tournois, ça fait qu'à un moment, c'est ok de laisser ta place. À un moment, si tu as même tout joueur aussi bon qu'il soit, si je dis bah faut faire 4 parties par semaine et 2 matchs de nationaux par semaine, ils vont me dire oui d'accord, bah, je vais alterner avec d'autres personnes. Donc ça donne aussi l'espace pour d'autres personnes de s'exprimer. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que en fait, une fois que tu es entouré de personnes que tu juges comme étant de bon niveau, en fait, ou tu regardes ton ego de dire bah moi je suis le meilleur, je vais pas partager, ou tu dis bah en fait ces personnes-là, ils vont m'apporter quelque chose, ils vont même me challenger, ils vont même me battre, et en fait tu dis bah en fait on est à égaux, on est égalité. Et je dirais que c'est pas tant de travailler l'ego, parce que l'ego c'est utile pour nous se mettre au niveau, mais quand tu commences à avoir de l'adversité en face et qui nous pousse vers le haut, en fait on se dit ben il faut que je bosse, et je pense que c'est par les résultats attendus et le challenge de tes coéquipiers que tu effaces cet ego-là pour te mettre plus sur ton propre... D'accord, là tu décris une situation parfaite. J'imagine que quand t'appelais les gens en leur disant désolé, tu dois quitter le navire parce que tu n'es pas sélectionné dans les 30, puis 15, puis 8, et ainsi de suite, eux, par justement l'ego, mais pas le côté égalitaire, mais le côté plutôt ce que tu as dans les tripes par rapport à ce que tu penses de toi, il y avait peut-être des incompréhensions, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. J'ai toujours été très factuel là-dessus, c'est-à-dire que déjà, j'avais tous les scores de tout le monde sur tous les matchs. Ligue, tournoi, en ligne, et je pouvais les comparer. Il y avait aussi une sorte de codex. Ben en fait, voilà, tu joues sur le même, vous êtes 4 ou 5 sur le même codex. À un moment, je pense que lui, il apporte plus pour ça, ça et ça, et toi, tu es dans un méta qui est plus stable, et en fait, vous faites doublon et je peux pas vous garder. Ou des choses qui sont très, voilà, moi je cherche un joueur qui va aller chercher ça dans ce codex-là, et toi, tu es plutôt un joueur qui va être plus jouer ça m'intéresse moi. C'est pas une question de compétence, j'ai toujours, c'est pas une question de skill, c'est pas une question de talent, c'est une question de préparation, de temps que tu peux mettre, et de style de jeu que je veux mettre moi dans mon roster. C'est aussi mon choix, et c'est aussi endosser les responsabilités, de dire bah moi je vais prendre cet axe-là, parce que je cherche ça comme joueur dans mon roster. C'est pas que t'es moins bon, c'est juste que je cherche ce type de joueur-là, et je veux pas te forcer dans un modèle sur lequel tu es pas capable d'aller. C'est aussi simple que ça. D'accord, donc là tu nous parles de 8 mois de préparation, déjà sur quasiment le premier mois vous devrez affronter la Pologne. Est-ce que tu as d'autres jalons derrière qui t'ont marqué? Alors déjà on a fait 12 matchs en ligne, Pologne, Espagne, je ne peux plus tous les citer, mais on a fait vraiment quasiment 2 par mois. Le premier rendez-vous qu'on a eu en physique avec l'équipe de France, c'était en février avec la Pira Cup. La Pira Cup, c'est un tournoi qui se passe en Pologne, qui est sur invitation de l'équipe polonaise, qui était actuellement détentrice du titre, et qui a invité l'Angleterre, 2 équipes polonaises, les États-Unis, l'Écosse et 2 autres, je sais plus, le Pays des Bas, etc. Donc c'est le premier rendez-vous qu'on avait. Et c'était un peu dur parce que vu que c'est en Pologne, tu ne veux pas attendre la dernière minute pour choisir tes joueurs, prendre tes billets, etc. Donc tu es obligé de faire un mix disant bah, moi, ce qui m'a intéressé, c'était justement prendre les personnes qui, sur le papier, par rapport au WC l'année dernière, avaient fait la meilleure performance, c'était le plus démarqué, LGT, etc. Et voir comment ces personnes cohabitent ensemble.
justement dire si ça Donc marche. t'as envoyé la All-Star, mais en étant fébrile sur le team play. Oui, je sais pas si c'était la All-Star à l'heure actuelle, au moment, mais c'est ce qui me paraissait le plus logique. Et j'y ai ajouté 1 ou 2 personnes que je voulais voir vraiment dans une situation. Donc oui, j'avais vraiment un enjeu de vie ensemble. Et c'est vrai que c'est le premier événement, on a fini second. On a juste fait égalité ou on a perdu contre les États-Unis. On a fait égalité contre les États-Unis, donc on a fini second. D'Amérique. Oui. Ceux-là, ouais, c'est les Amériques, ouais. Je sais plus si on a perdu ou pas. Et c'est vrai que j'ai eu des enjeux humains à gérer. Mais c'était pas des enjeux où il y avait des clashs, c'était juste... il fallait qu'il y ait un truc qui passe et qui passait que par petits groupes, des gens qui étaient troncs libres, d'eux qui étaient un peu à côté, d'eux qui découvraient avec des grands yeux, tu vois. Donc c'était très intéressant à voir, mais pour autant, je sentais dans toutes les personnes qui venaient que déjà ils étaient très contents d'être là, très fiers de reprendre l'équipe de France, et ils savaient que c'était une chance aussi parce que toutes les personnes qui venaient en tournoi, grâce à la cagnotte de la communauté, je leur disais, à partir du moment où tu portes les maillots de l'équipe de France, ton tournoi est payé et on te loge. Après, de la manière dont tu viens, moi je veux pas tout payer, mais je veux que tu sois dans un contexte, tu dis, tu représentes la France, donc tu as un engagement, mais tu viens pour montrer le meilleur niveau que toi, tu viens pas pour glander. Tu l'as déjà fait à l'instant, tu parlais de la cagnotte, encore une fois, tout ça les gars, c'est que grâce à vous, hein. C'est-à-dire que vraiment, suite à l'année dernière, ce qui avait été la cagnotte de Hello Asso, donc en plus de ça, c'est noble, c'est porté par une association, ils parlent jamais de rémunération, ils parlent de défraiement uniquement, et c'est grâce à vous, au fait que vous, entre guillemets, justement, vous mettiez la main à la poche, alors ça peut être bien évidemment pécunier, c'est toujours plus facile de payer des événements comme ça, mais c'est aussi justement votre bienveillance qui permet de rendre ça possible, et sincèrement, merci à vous, quoi. Ça a permis à des joueurs on a des joueurs qui sont étudiants, il y a des joueurs qui se sont retrouvés au chômage cette année, des joueurs qui n'avaient même pas pris l'avion, jamais, ils n'étaient même pas sortis de France, de pouvoir vivre ces émotions-là et de passer outre ces barrières pour juste montrer leur meilleur niveau sur table. Et je peux vous assurer que quand on leur dit ça, les mecs, ils s'investissent beaucoup. Ils ont une vraie volonté de donner le meilleur d'eux-mêmes, ils sont pas juste là parce que, ils sont l'équipe de France et qu'ils peuvent faire ça. Donc ça, c'était l'un des premiers enjeux. À la Pierre Cup, c'est très bien passé. On a fait une très bonne performance, je pense que j'étais très content de ça. Et là, on est donc en février. On est en février. Ton pool de joueurs sélectionnables est tombé à combien à ce moment-là ? En février, on sortait à peine des 20. J'avais déjà fait le code des 20. En fait, je voulais voir la première Ligue 1 aller, qui s'apparaissait fin janvier, faire mon code des 20. Et le deuxième des 10 devait passer après la Ligue 1 de retour, donc en mai. Une fois le cut-off des 20 fait, on avait une échéance qui était interne, qui était aussi la Ligue 1 retour, qui pour moi comptait beaucoup. C'est aussi le moment où les 4 équipes de Ligue 1, dont la majorité des joueurs faisaient partie, s'affronter. Et après ça, je devais faire ma sélection des 8. Donc j'ai beaucoup d'événements en ligne. On a aussi l'ETC, qui s'est passé en parallèle du French Wargame Day. Et donc avec tous ces événements, plus ces événements en ligne, j'avais assez de données pour prendre ma décision et cut-off mes 8 joueurs et 2 remplaçants. Donc cette décision a été prise le 8 mai. Et ce qui a été très intéressant, c'est que j'ai pris une approche différente. C'est qu'au lieu de tout décider par moi-même ou d'avoir de longues discussions, j'ai demandé que chacun des co-sélectionneurs, donc les co-sélectionneurs sont tous les capitaines de Ligue 1 qui faisaient partie du pool, de me donner une liste pour eux de 8 joueurs qu'ils voudraient avoir dans l'équipe. Sans se consulter. Bon, peut-être ils se sont consultés, mais sans moi, mais sans se consulter. Et en fait, je prenais ces listes de 8 joueurs, et naturellement, j'avais 5 noms qui ressortaient pour cette équipe-là, donc j'avais plus qu'à choisir 3 personnes. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, on se dit, j'étais d'accord avec eux. Donc ces 5 personnes, je les voyais dans les équipes, et je disais, quel est le meilleur complément, humain ou codex, à ces 5 personnes. Et ceux qui n'ont pas été sélectionnés et que je pensais qu'ils pouvaient l'être, est-ce que on a raté quelque chose ? Donc je revoyais aussi tous les résultats, toutes les interactions, tous les matchs qu'ils ont fait pour me dire est-ce que ces joueurs, c'est des joueurs stables ? Est-ce que c'est des joueurs qui vont performer aussi s'écrouler ? Est-ce que ça va avoir une affinité aussi sur table ? Est-ce qu'ils sont prêts aussi à affronter aussi parce que affronter le contexte international ? Parce que s'ils l'ont pas fait avant, c'est aussi un risque que je prends. Donc est-ce que j'ai l'occasion de le voir ? Parce que c'est pas la même chose de jouer sur TTS avec quelqu'un et d'avoir un mec, un Australien de 2 mètres sur 2 mètres qui te met la pression pour jouer. Qui se met à toi pendant ta phase de mouvement ou des trucs comme donc, ça. Donc petit Nico, costaud quoi, tu vois. Je crois qu'il est tous les plus costauds, Nico. Et Brian Sepp, il est tous les gaillards. Et j'ai choisi cette équipe-là avec des personnes qui en dehors de leur potentiel, c'est se dire, est-ce que c'est des joueurs qui, peu importe la situation, vont pouvoir encaisser l'adversaire qu'ils ont ? Est-ce que c'est des joueurs qui aiment bien aller dans des terrains d'attaque, avec des listes compliquées ? C'est des joueurs qui sont très polyvalents, parce qu'il faut savoir au moment de la sélection, donc on rendait nos listes pour l'événement mi-juillet, la sélection devait être faite mi-mai, et mi-juin, ou fin juin, on avait une data slate,
une update des points, un nouveau paria. C'était vraiment... tout pouvait arriver. Donc c'était aussi un risque de prendre quelqu'un qui était spécialisé dans un codex. Mais aussi ça peut avoir une valeur parce que quelqu'un qui est spécialisé dans un codex, il va triturer la data slate au maximum pour trouver le meilleur de ce codex-là. Donc mes 8 joueurs sont sélectionnés et mes 2 joueurs suppléments. Et là on se dit il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle, il faut qu'on joue. Et on s'est retrouvé au Wargame Spirit à Grenoble où pendant un week-end prolongé on s'est testé. On s'est testé des match-ups. C'est ce que tu appelles un bootcamp pour le coup. Ce que j'ai un bootcamp. C'est-à-dire en fait on arrive tous avec pas nos a priori, mais notre perception du méta, nos listes, et on dit, allez, moi je pense que je te bats, toi tu bats pas, etc. Et aussi, c'était le moment où on commençait à réunir des gens ensemble, des équipes, parce que c'était vraiment, on n'était plus du tout compétiteurs au sein d'une équipe de l'équipe de France, on était vraiment l'équipe de France. Et j'avais des joueurs des no-name, des joueurs des semis, j'avais des joueurs des PU Paris United, j'avais des joueurs des FNP, plein d'équipes différentes, donc chacun avait leur manière d'aborder les choses, et leur manière humaine d'interagir sur table, de s'entraîner. Complètement différente. La manière dont on s'entraîne chez Smicocian, chez les PU, les no-name ou les FNP est différente. La manière dont on interagit est différente. Il y a une question d'accompagnement ou d'affrontement. Et en fait, c'est la première fois qu'on avait tous ces humains ensemble, qui avaient un but commun, mais également des choses à prouver. Donc c'est ça que ça crée une émotion qui est un peu particulière parce que des match-ups peuvent être passés très bien et d'autres ils peuvent créer aussi un peu de friction. C'est marrant, tu dis des choses à prouver, tu parles de ça. Toi, ta liste des 8 joueurs, elle est indélébile ou non, tu peux, si tu vois quelqu'un qui s'écroule, quand même encore rétro-pédaler pour peut-être changer ta sélection ou non, à ce moment-là, de toute façon, il va falloir composer avec ça. Même la déclaration des joueurs au WTC, tu vois ce que je veux dire, est-ce que t'offres justement cette marge de manœuvre? C'est pour ça que j'ai choisi 10 joueurs. Parce que les 2 joueurs compléments, je savais que c'était des joueurs qui étaient très flexibles et capables d'endosser plusieurs rôles. Je parle de Paul et Muyashi, je sais que ces personnes-là, si j'ai besoin ou qu'il y a quelque chose qui chute, ils peuvent prendre le relais. Donc pour moi, j'ai dit, on a les 8 joueurs, c'est avec eux que je veux partir. Mais si je vois comme moi, quand j'étais en 2022, jouer l'auto ne me convenait pas et que j'ai obligé de forcer un des 8 joueurs sur un terrain qui ne me convient pas, déjà spontanément ils me disent je me sens pas à l'aise et qu'on ait une solution. Donc c'était pas une compétition entre les 8 joueurs et les 2 joueurs, c'est dire en fait t'es backé. S'il y a un moment où tu te sens pas capable de prendre le rôle, on est là. Mais il faut que ça vienne aussi de toi. Mais il faut qu'on te fasse réaliser que si ça marche pas, ça marche pas. On va pas se tirer une balle dans le pied avant d'aller au LOCC. Donc on arrive là-dessus et en fait on a appris énormément de choses. Il faut savoir que pendant le bootcamp, on devait rendre les listes 5 jours après pour aller à la Pira numéro 2 qui se passait en juillet, qui était le dernier événement à l'WTC. On a appris aussi à se connaître dans nos accords et nos désaccords, sur table, en dehors de table. Mais en fait, je trouvais que c'était assez sain de pas arriver au WTC et se découvrir. Arriver à se découvrir avant, sur les bons côtés, les mauvais côtés, les côtés humains, les côtés jeux, etc. Et se dire les choses. Parce qu'en fait, moi, ça m'a vachement aidé à voir qu'est-ce que chacun des joueurs cherchait humainement de cette aventure-là. Et comment on pouvait l'accompagner pour que cette aventure soit au mieux, soit pas que son niveau de jeu, mais vraiment ce qu'il cherchait dans cette équipe de France. Parce qu'il y avait un truc de se dire, ok, maintenant, vous êtes équipe de France. Bravo. Et souvent, c'est le moment où les gens relâchent. Et, je suis équipe de France, ça y est. Mais non, c'est là où ça commence. Et du coup, je vais garder cette intensité-là jusqu'à la fin août. Il y a un fait marrant, c'est qu'il y avait beaucoup de discussions pendant ce bootcamp sur la Sista. Donc, Sista est un codex, tout le monde disait c'est pété, la sœur de bataille. Sœur de bataille, il faut la jouer, etc. Et nous, on trouvait ça moyen plus. Avant de reprendre le train, parce qu'on avait un peu de temps, on était avec Ashord, Tanker et moi, et on commençait à boire des coups. Et Tanker, très fan de Barley Meta, nous parle pendant 10 minutes de CSM, 20 minutes, 1 heure, nous on prend des coups, 2 heures, 3 heures, et après qu'il nous ait mis la tête au carré du CSM pendant 2 heures, on s'est dit ouais, c'est peut-être pas mal. Est-ce qu'au final, on prendrait pas le risque de prendre un CSM à la place de donc Sista? Du Chaos Space Marine à la place de la sœur de bataille. Voilà. Et du coup, on a dit, vas-y, je pense qu'il y a un truc à jouer. Oh. Alors, attends. Déjà, ce qui est rigolo, c'est que... l'avenir vous a donné raison parce que vous êtes champion du monde, mais la popularité de la sœur de bataille vous a donné tort parce qu'elle était, je crois que c'était la 4e armée la plus populaire au sein des 40 nations et une des seules à ne pas l'avoir, c'était la France. Sur les 10 seed 1, il y avait 9 sœurs de bataille. Voilà. Donc, toi, qu'est-ce qui fait que tu portes tes balls et que tu actes? Parce que en débattre, c'est facile. L'acter, c'est le moment où tu les portes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, vous avez parlé pendant 3-4 heures, alors autour de bière, et c'est très sympa, puisque ça montre aussi que justement, il y a une affinité sociale, que vous êtes là aussi pour passer un bon moment. Mais justement, c'est quoi le moment qui fait que tu vas mettre un point final à la sélection des armées, et qui fait, encore une fois, tu ouvres aussi une porte à la critique? Je pense que c'est le joueur. En fait, je me dis, si les joueurs que j'ai sélectionnés, je peux pas leur faire confiance ou leur maîtriser leur codex, je préfère qu'ils aillent
avec un codex qui est de perception moins bien, mais avec un gros niveau de confiance et une maîtrise, parce qu'en fait, quand il va... Mais c'était Tanker qui devait être ton joueur Sista ou ton joueur Space Marine du chaos? Non, Tanker, on parlait même pas du Space Marine du chaos, on trouvait ça moyen. Il m'a dit, je sens qu'il y a un truc à jouer, et on en a parlé, sur le CSM à cure, ça c'est plus de masse. Je sais que Tanker a des capacités très fortes à jumper de codex. Je dis, mais en fait, si tu as une meilleure affinité là-dessus, tu m'en parles avec des étoiles dans les yeux, je préfère que, à truc équivalent, tu viennes avec un truc qui te fasse vibrer, parce que tu vas le poncer, tu vas le maîtriser, et surtout la valeur que ça a, c'est que si c'est maîtrisé au niveau égal, c'est pas maîtrisé par les adversaires. Donc en fait, si on est sur un codex qui est évident, et qu'on peut pas s'en passer, d'accord, sur un codex qui est évident, mais qui apporte quelque chose de moyen partout, qui me l'était Assista, enfin notre perception, parce qu'on gérait très bien Assista, je préfère tu avec quelque chose qui apporte une carte que personne n'arrive à lire. Vraiment, c'était au niveau de me dire, je fais confiance aux joueurs, qui me disent, j'ai envie de tester ça, t'as un tournoi pour le montrer, au pire, ça marche pas, on en reparlera, mais si tu le montres, ça fait des résultats, ça a vraiment une valeur. Et tu vois, on disait la chance sur aux audacieux, mais c'est aussi ceux qui arrivent avec des choses un peu pas attendues. D'ailleurs, beaucoup des choses pas attendues. D'accord. Là, tu parles de ça. Pour toi, ça a été vraiment un des jalons dont tu te souviens sur lequel il a fallu faire un choix. Oui. Est-ce que tu as d'autres exemples sur ces 8 mois, puisque là, on était à 2 mois du WTC, il y avait que la deuxième Pira à faire, qui t'ont demandé de prendre un risque? Que ça soit encore une fois sur une annonce à un humain, que ça soit sur le fait d'ouvrir un débat avec peut-être 2 joueurs qui sont en désaccord, ou un truc aussi bête que de choisir justement les armées présentes, puisque c'est toi le décisionnaire final, même après avoir été consulté et ainsi de suite. Est-ce que tu as des souvenirs de jalons qui t'ont marqué? Ou qui en tout cas, toi, t'ont fait grandir aussi? Je pense qu'il y en a des centaines. Déjà, prendre une décision, c'est jamais facile. Moi, je suis preneur d'être assez transparent sur tes doutes. En fait, j'ai dit, souvent, en fait, même ce que j'ai fait, c'est qu'une fois, j'avais mes 5 joueurs et je devais choisir mes 3. Je leur en parlais ouvertement. Je dis, en fait, j'ai 5-6 joueurs, je vais choisir pour mes 3 compléments. Je suis pas sûr. Quel est ton avis, en fait? Tu prends ou tu prends pas l'avis, mais c'est juste exposer les doutes que tu as, parce qu'en fait, au final, quand tu confrontes tes doutes avec d'autres personnes, tu arrives à renforcer ton point de vue ou aller dans un autre sens, etc. Donc, des choix, on en a fait tout le temps. Que ce soit de l'humain, que ce soit des codex, que ce soit des listes, tout le temps. Mais au final, tu n'as pas de solution ultime parce que c'est tout le temps en changement. Mais à un moment, tu te dis, d'accord, on a pris tout ce qui nous paraissait cohérent et là, ça paraissait pertinent. Ou alors, ça a séduit. On s'est dit qu'il y a une valeur. Par exemple, on a eu d'autres discussions sur le... Pour moi, j'avais un très fort enjeu et attente sur le Space Marine. Space Marine est pour moi l'un des meilleurs codex qu'on peut avoir dans un jeu d'équipe parce qu'il peut prendre toutes les formes. Il peut être un codex où tu fais que tirer, un codex où tu fais que t'es sur des loups cavaliers, 1000 piétons, un mix. C'est fort, c'est très fort et c'est en dehors des points d'équilibrage, le Marines peut s'adapter à un roster. Mais alors tu vois, je trouve ça super intéressant parce qu'en plus de ça, alors là tu vois, habituellement on donne pas les noms. Là on parle de Père Castor. Père Castor, il est reconnu en tout cas, il a. Mais justement, je parle pas que de Père Castor parce que j'avais d'autres joueurs Space Marine. J'avais plusieurs joueurs Space Marine qui étaient très costauds, mais c'est pourquoi j'ai voulu choisir Père Castor parce que je sais qu'il va aller chercher le truc en dehors. C'est ça justement, c'est ce que j'ai dit. Il veut avoir cherché le truc en dehors. Annoncer la méta. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il est métaslayer. Il sait ça le gonfle de prendre un truc qui est attendu. Donc il va chercher un truc en dehors. Et je me suis dit, si il va chercher un truc en dehors et nous on va l'accompagner pour prendre le meilleur choix, ça va être un énorme potentiel. Donc effectivement là, ces choix-là étaient importants. Étaient très très importants pour nous parce qu'on verra que il y a une majorité de Blue Angel, mais dans les sites 1, il y a des Space Wolves, des Black Templars. Et il y a eu, un Black Templar et des Dark Angel. Et chacun, ça veut dire comment ça se compose par rapport au reste. Et ça, c'est très, 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 très important. Donc, on a beaucoup discuté de ça. On a parlé Blue Angel, on a parlé Land Raider, on a fait tous les mappages où passe le Land Raider. On a fait un doc à se mettre au WTC. Est-ce que le Land Raider peut passer là? Oui, non, ok. Est-ce qu'on joue ça? Et en fait, on a eu beaucoup de questions. Et on a testé la liste Black Templar aussi à la Pira. On s'est dit, de toute façon, il y aura. Quand on a décidé les listes, on a dit, de toute façon, il y aura que des Sista, que des Blue Angel. Si ça marche, on le verra très bien. Donc autant prendre quelque chose qui est autre. Et on a pris Alex Black Templar, il n'était pas complètement convaincu. Ça a marché, hein. Il m'a dit, mais c'est un jeu tu subis ta game. T'es là, tu subis. Et on s'est dit, est-ce qu'on revient vers un avec un Blue Angel avec les Land Raiders? Est-ce qu'on fait un DA, etc. Et puis je pense qu'il a discuté de son côté avec des gens, enfin avec Moyashi et de son côté, et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe si en fait je mets que des Primaris?
Et là, on regarde, on fait mais. En fait, plutôt que de multiplier un gameplay différent, tu vas aller chercher le stat check pur. Voilà. Et en fait, c'est pas là, on parle pas tant des figurines, des méta, etc., mais c'est juste la réflexion qu'on a eue en équipe. Et en fait, il a amené cette idée, on a discuté pendant 1h30, on a essayé de le challenger sur plein de trucs, et à la fin, on a décidé de dire, en fait, c'est assez con pour que ça marche. Et je pense que ça fait chier, et je pense que ça a une valeur, et du coup, on a voulu tester ça. On a voulu tester ça. Ça fonctionnait pas à fond, mais on s'est dit, il y a un truc. Et du coup, je pense que j'ai vraiment voulu, tout au long de la fin d'année, me dire c'est des joueurs qui sont excellents sur leur codex. Ils ont des doutes, ils peuvent faire des erreurs. Mais s'ils ont une spécialité, qui croient en leur concept, et qu'on va construire autour, c'est là qu'on va faire la différence. C'est là qu'on va faire la différence. Je savais que j'avais des joueurs qui étaient solides, qui voulaient prendre des codex de def. Le Bull, il m'a dit jouer un codex de def. Alt F4 et Ashord, c'est des mecs qui sont très solides, peu importe la situation, donc ils vont pouvoir éponger les autres choses. Et il y a des gens qui aiment bien aller chercher des concepts un peu plus niches, qui vont plus agresser, qui vont plus aller sur table, aller chercher des événements que les autres vont pas faire. Et c'est ça qu'on voulait arriver à trouver cet équilibre entre les deux. Ça veut pas dire qu'un joueur est meilleur qu'un autre, c'est juste qu'il a un style de jeu et un codex qui s'adapte. Donc je voulais vraiment forcer ce trait-là au maximum dans mon équipe, dans mon roster, et je pense que c'est ce qui a fait la différence pour nous. C'est quoi ton moment le plus dur sur ces 8 mois ? Est-ce que c'est l'empathie et donc l'annonce de certains joueurs qui feront pas partie du cut-off ? Est-ce que c'est des décisions à prendre à contre-cœur, justement, choix de raison versus choix de cœur ? C'est quoi le moment le plus dur que tu as eu à faire ? Le moment le plus dur, je dirais pas que c'est la sélection des joueurs, parce que c'était un moment charnière quand même, parce qu'à un moment il faut être décision et tu n'es pas sûr. Mais tu essaies de le plus pragmatique possible et tu essaies de mettre des affinités de joueurs ensemble et les résultats. Donc tu te dis, bon, à un moment il faut prendre une décision. J'ai pris une semaine de plus que j'ai annoncé, mais je suis resté dans mon cap et j'ai dit, bon, je sens que ça va marcher. Peut-être un risque. Ça va marcher. Je pense ce qui était dur, c'est aussi accepter qu'il y a énormément de choses à faire en dehors de la table. C'est-à-dire que sur table, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses pour mettre les joueurs en condition d'organisation, de t-shirts, de vidéos, de communauté, de voyages, etc. Et ça, on se prend souvent une claque, on se rend pas compte à quel point c'est, en fait, tu gères une équipe à temps plein. Ça, c'était très dur, émotionnellement et physiquement, de gérer tout ça. Mais je pense que le plus dur, pour moi, c'était d'accepter que tu arrives au championnat du monde et tu peux pas y aller à la cool. En fait, il faut accepter que les joueurs, ils viennent tous en s'investissant, ils mettent une part émotionnelle, une part de temps. Tu dois les accompagner, tu dois endosser ce rôle-là. J'ai du mal à dire. Je comprends ce que tu dis quand le plus dur, c'est de se rendre compte que ça va être difficile et que ça va pas être du fun. Mais qu'est-ce qui est le plus dur pour toi en tant que capitaine ? C'est d'endosser ce rôle de berger et de devoir jouer le mauvais flic alors que c'est pas dans ta nature. C'est quoi le plus dur ? En fait, t'as deux choses. C'est-à-dire que tu dois comprendre, tu dois prendre des décisions qui vont à l'encontre de certains idées des joueurs. Pour toi, t'as une opinion, donc tu écoutes, et un joueur peut te persuader d'un truc, tu te dis non, je suis pas d'accord. Mais c'est se dire, en fait, je veux pas être dans un modèle où je dis tu as tort, c'est moi le chef. C'est pas du tout ce que je veux dire. Donc c'est comment tu arrives à construire ton opinion et l'opinion du joueur en disant on va l'orienter. Toi tu penses ça, je pense ça, est-ce qu'on peut l'orienter d'un ou l'autre ? En fait, quand le joueur apprend de lui-même que ça c'est pas ok, c'est là qu'il grandit. C'est là qu'on peut aller dessus. C'est aussi pour moi que j'apprends. Donc en fait, je pense que c'était prendre des décisions sans avoir la connaissance. Quand tu es le capitaine de 8 joueurs qui ont chacun des spécialités et des avis, tu veux les faire travailler ensemble et tu penses que ça marche pas parce que chacun va dans cette direction, c'est arrivé de se dire je reprends une décision, mais je suis pas sûr de prendre la bonne décision. Donc il faut que j'arrive à écouter le joueur et l'arrêter quand il dit là je pense que tu as tort, ou tu n'as pas confronté ton idée. Ou tu dis teste-moi ça 3 fois et si ça marche 3 fois, là on en parle. Tu me dis ça c'est le meilleur, tu as 3 joueurs, je veux que tu testes ça. Et en fait, arriver à forcer par l'expérience, pas juste par la confiance et de dire j'ai le meilleur concept, mais l'éprouver pour qu'on puisse aller d'une manière... Donc encore une fois, rationaliser ça et ramener ça au travail, en fait. Oui, et puis éprouver avec des vrais tests. Dire, t'as affronté tes potes, ça a marché, c'est cool, maintenant tu m'affrontes John Lennon, Sean Eden et Nassim Foucham, est-ce que ça marche, quoi ? C'est ça qui est important pour moi, c'est remettre dans son contexte qu'on est au championnat du monde. T'as beau être ton meilleur joueur de quartier, mais si tes joueurs de quartier sont pas bons, ça marche pas. Y a pas de... C'est arrivé à être écouté et tranché. C'est toujours comme ça. Écouter, trancher, et pas être tranché dur et dire voilà, si je tranche là, c'est parce que je pense qu'il y a plus de poids qui pèse dans cette balance-là que dans l'autre. T'as des regrets par rapport justement à ces 8 mois, peut-être ne pas avoir assez savouré, peut-être pas être allé sur un événement pour accompagner tes joueurs. Est-ce que t'as ce genre de regrets ? Je pense que c'est tu peux toujours avoir des regrets, quelle que soit la performance. Moi, c'est
de pas avoir accordé suffisamment de temps à mon jeu après à Paria. C'est-à-dire que chez un moment, je me suis rendu compte que j'avais pas de temps pour jouer. Mais en fait, c'est le moment où j'aurais dû, moi plus... J'ai tout de suite une question pour ça. Est-ce que tu penses que, pour moi, le seul défaut de cette équipe de France, c'est peut-être, en tout cas nous en tant que casteurs, c'est que certains joueurs, j'ai l'impression qu'on été encore surpris par des gambits. Tu vois ce que je veux dire? Alors que sur leurs estimés, par exemple, on voit que le gambit représente en 20 points, on fait une règle de 3 et entre guillemets, on se rend compte que sur une game, ça peut représenter 5 points justement sur la ronde. Nous, en tout cas de l'extérieur, c'était il avait encore un estimé et finalement il se refait surprendre par un gambit. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'était le son de cloche qu'on avait de l'estimé parce que vous donnez pas toutes les informations et c'est normal, le chat déjà n'a pas à tout savoir et en plus de ça, on peut aussi être observé par les autres nations. Donc, tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? Exactement. En fait, les gambits se passent souvent. En fait, c'est un biais, mais les autres nations se sont fermées très tôt à le partage d'informations. Donc moi, même après le rendu de liste, je voulais faire des trainings contre la Pologne, contre la Belgique, etc. C'est parce que je trouvais que l'entraînement avait plus de valeur que la connaissance. Et même à la Pira 2, on est arrivé, on a complètement roulé sur tout le monde, on a vraiment gagné. Donc en fait... Ils n'étaient pas avec leur roster définitif, on n'a pas eu l'expérience des joueurs qui jouaient à fond dans les conditions et qui avaient testé ça. Donc en fait, quand tu as l'avantage sur le score, t'as pas de raison de faire un gambit. Donc tu joues toujours tes scorings normaux et en fait tu déroules. Donc on n'a pas eu de game assez serré pour que les joueurs en face fassent un gambit. Donc par l'expérience, on n'a jamais eu de gambit en face de nous pour se rendre compte de la puissance du truc. Rarement, très tard. Donc je vais juste m'expliquer. Gambit, ça veut dire gageur en français. C'est ce qu'on appelle maintenant, avec la nouvelle saison, les missions secrètes. Et ça vous permet, en fait, d'arrêter complètement de marquer des points au niveau des objectifs primaires, donc du control map, pour avoir une mission secrète parmi un certain nombre. Donc, on peut essayer de deviner ce que le joueur va tenter de faire, mais pour ramener jusqu'à 20 points sur une partie qui, elle, en vaut 100. Ça fait 4 points de match, quoi. Donc oui, effectivement, je pense que c'est pas qu'on s'est laissé surprendre, c'est qu'on savait que ça pouvait arriver. Et on n'a pas forcément de contre. Même si tu le sais que ça arrive, tu dis bon bah au pire ça fait ça. Mais c'est vrai que par manque d'expérience de l'avoir contre nous, on positionne pas forcément une unité pour le parer. Donc je pense que ça c'est un manque d'expérience parce que on a eu que des bons matchs avant le WTC et du coup on n'a pas eu besoin de faire appel à ces gambits même nous-mêmes. Ok, donc après on sait ce qui s'est passé. Comment est-ce que tu prépares l'après? Est-ce que tu souhaites un après? Encore une fois, on parle de chimie sur justement tout l'aspect positif, la retombée de ce genre d'événement. Toi, tu as parlé de la difficulté aussi à savoir que ça allait être dur. Et donc, est-ce que tu as envie de te remettre dans ce genre de conditions? Est-ce que tu as envie d'avoir d'autres défis dans la vie? Ça peut être professionnel, familiaux, j'en sais rien, ou même toujours du hobbystique, mais sur d'autres passions. Ça peut être aussi de bien transmettre le flambeau, parce que là, on en parle comme si c'était passé, mais tu es encore sélectionneur jusqu'à la deuxième quinzaine de octobre. Et donc, en fait, tu as aussi ce rôle d'accompagner et de transmettre le flambeau, soit à la fédération, soit au prochain capitaine. Je pense que la première chose, c'est qu'on est tous d'accord, tous les joueurs et les capitaines actuellement qui sont candidats pour être sélectionneurs, à garder le modèle. Je trouve que c'est très vertueux. Et plus on avance dans les années, plus c'est bien d'avoir un pool large de joueurs, pour se concentrer en équipe, avoir des compétitions saines. Donc, garder le modèle du Big Four est très sain. Et je trouve ça bien qu'un des capitaines se motive son équipe à dire au Big Four, on a vraiment envie de gagner. Donc, en dehors des qualités du capitaine, je trouve que le modèle compétitif au sein et le modèle compétitif de la Ligue 1 et du Big Four est sain. Et moi, je suis très content qu'on le garde. Donc moi, cette année, je ne postule pas pour être sélectionneur. Il y a le capitaine de la PU Alpha est en cœur, donc c'est logique qu'il soit lui. Par contre, je pense que c'est mon devoir de faire une synthèse de ce qui a bien marché et pas marché et pouvoir donner le maximum au prochain. Et de l'accompagner justement dans son aventure, parce que c'est ça qui est souvent dur, c'est quand on prend les rênes de sélectionneur, se rend compte de la montagne de travail que ça demande, et de pouvoir accompagner cette personne-là le plus longtemps, c'est ça qui fera la valeur. Toi, à partir du moment où tu as touché la marche la plus haute du podium, c'est quoi tes nouveaux défis? Qu'est-ce qui va continuer de te faire vibrer? On est dans une passion, on est dans un passe-temps, un hobby, donc tu peux très bien dire, moi maintenant, finalement, je veux juste jouer de façon détendue pour avoir du plaisir. Ou est-ce que tu as un esprit qui va chercher systématiquement les 1% des 1%, tu vois ce que je veux dire, pour aller justement chercher le min-max? C'est dur. Parce que c'est vrai que moi, dès que je me mets dans un hobby, j'aime bien le faire à 100%. Donc quand on était dans le très très compétitif, même faire une partie en détente, il faut vraiment que ce soit flagué détente, bière, barbecue, etc. pour être en détente. Mais si je reviens dans un contexte où je fais du jeu en équipe, etc., j'aurais toujours envie d'être au maximum. Et je sais ce que ça demande d'être au maximum. J'ai du mal à rentrer dans une compétition et dire
J'ai fait 2 parties, on verra comment ça se passe. Je préfère ne pas y aller que être dans de bonnes conditions. Donc moi aussi j'ai besoin de temps pour moi parce que j'ai des défis personnels et professionnels. Et puis j'ai envie de revenir avec un bon mindset. C'est pas grave si je reviens plus tard à l'aventure et me dire j'y viens en apportant de la valeur, en étant entraîné, en jouant des collègues que je ne joue pas régulièrement pour redécouvrir le jeu parce que je pense que c'est une passion avant tout. Même peindre, jouer avec ses potes, c'est une passion. Et si je me remets dedans, je veux être vraiment à fond et pas à moitié. On a fait le tour des questions qu'on voulait aborder entre le fait de se remémorer des moments de joie, comprendre aussi comment est-ce que par des misdirections, donc par des leviers, on va dire, je parlais justement du fait que des fois tu utilisais des questions pour rallier des joueurs alors que tu voyais peut-être dans leur regard un désaccord. Misdirection pour diversion, entre guillemets, sur comment est-ce que tu les rallies sans leur faire croire que tu as réussi à leur faire changer de mindset. Super intéressant. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton prédécesseur? Qu'est-ce que tu aimerais justement dire en conclusion, comme une lettre ouverte entre guillemets, à l'audience? Déjà, je pense qu'il faut comprendre que c'est une aventure humaine et que chaque personne de l'aventure a des points de vue, une manière de jouer, et vient d'un milieu différent et d'un milieu de jeu différent. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait notre force en tant qu'équipe. C'est pour ça qu'en dehors d'amener une équipe à gagner, on a créé beaucoup d'amitié, même sur les 30. On apprécie se voir. En fait, c'est toutes ces diversités qui font que ça crée quelque chose d'unique, l'équipe de France, parce qu'une fois qu'on y est, on est vraiment content et fier d'en faire partie. Et c'est ces diversités de points de vue et de jeux sur table qui ont amené cette unicité. Et je pense qu'il faut avoir conscience que c'est pas une réussite individuelle, c'est vraiment une réussite commune. Parce que peut-être même en voyant jouer quelqu'un d'autre qui pour toi est à moins le niveau, t'as appris, tu t'es amélioré. Et je pense qu'il faut garder cette réussite en tant que collectif de personnes, des 20, des 30. C'est ça qui a amené cette réussite. Et je souhaite vraiment qu'on continue dans cette lancée-là. Donc je souhaite que les prochains sélectionneurs aient conscience de ça et se renferment pas sur je prends que ce qui a marché et je le pérennise. Non, il faut réaccepter de réouvrir cette communauté de joueurs large pour pouvoir apprendre justement de ces nouveautés. Yes, bah écoute, merci beaucoup. Je suis content de t'avoir interviewé aujourd'hui. Moi, je suis super content. Non, mais je suis super content en fait de ce qu'on a réussi à faire en termes de couverture cette année. On n'a peut-être pas fait autant de mise en avant qu'on le devait avant cet événement, mais en fait je suis content que les personnes qui ont pu suivre aussi bien les lives que cette émission comprennent que l'étoile qu'on va voir sur ce maillot, il a fallu aller la chercher, je suis ému en disant ça, mais en fait ça a été vraiment le fait de récolter le fruit d'un travail. Il n'y a pas de hasard, et c'est l'année où on a eu l'équipe par rapport au recul qu'on a la plus solide parce qu'il y a eu le plus de travail. Et c'est tellement rare dans la vie quand on a cette forme de méritocratie que je suis fier et content que toutes les personnes qui ont pu voir ces lives, maintenant quand ils verront dans les prochaines années, et j'espère le refaire longtemps, ils verront cette étoile, ils voient cette aventure qu'il y a eu et que c'est pas juste, tu vois ce que je veux dire, c'est cool on est champion du monde. Non les gars, ça a été des sacrifices, ça a été du boulot et vous avez vu ça naître et je suis super content en tout cas que ce média ait pu le montrer. Et voilà, quand vous verrez l'étoile qui apparaîtra sur ce maillot, vous aurez été témoin et acteur de ça. Et vraiment merci beaucoup Zeka et merci à toute la délégation française de nous avoir intégrés dedans. Il y a une réciprocité bien sûr qui se crée sur la mise en avant de la cagnotte, sur tout ça, mais tu vois moi je remercierais mais toujours Aretas de m'avoir invité en 2018 au sein des Bisounours à aller en Croatie pour voir ce que c'était le jeu organisé, pour voir l'aventure humaine, pour voir que des fois c'est juste cool, on jette des dés et ça marche, mais la plupart du temps c'est pas le cas, et que derrière chaque étoile il y a un vrai travail qui a été donné, il y a eu des gouttes de sueur, il y a eu de l'argent dépensé, il y a eu des sacrifices de fait sur le temps humain. Tu vois, t'as peut-être pas parlé assez justement de ça, c'est peut-être quand on parlait d'avenir, tu parlais d'autres challenges, la cohabitation entre tout ça c'est compliqué, ça a un poids et c'est ce qui donne aussi cette saveur à cette étoile et on a pu la voir se tailler et merci à toi pour ça. Je t'en prie, c'était un plaisir et puis je souhaite que l'équipe de France cumule encore plus d'étoiles. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Il faut continuer et ça demande des sacrifices, oui, mais c'est un tel plaisir de se dire on se décorait le jeu. C'est vraiment une aventure humaine et on ressort avec des amitiés fortes. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées dans les équipes, les compétitions, etc., c'est un très bon feeling, c'est une expérience humaine et vraiment ça crée des amitiés longues, donc on est hyper content d'être là. Yes, écoute, on espère en tout cas les amis que vous allez aimer cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre souvent on pourra être qu'un, pouce bleu sur celle-ci, la commenter, la partager aussi si jamais vous voulez montrer une autre facette de ce qu'on pourrait appeler de l'e-sport, en tout cas un jeu compétitif dans un sujet où on n'imagine pas qu'on peut pousser l'exigence et le niveau justement dans ces retranchements-là. Si vous voulez aussi supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, je mettrai le lien en description. Et nous, on vous dit... Bise le gris-gris. il a eu le droit. Une fois, il a le droit.